J'ai laissé mon CV dans un restaurant routier, pensant que ma vie était officiellement terminée. Des heures plus tard, un hélicoptère a atterri. L'homme qui en est sorti s'est présenté comme le grand-père que je n'ai jamais connu, et il était là pour m'aider à détruire tous ceux qui m'avaient fait du tort. Mon nom est Zoé Foster. Il y a 3 jours, j'étais analyste de risque senior chez Heliocari Brands. Ce soir, j'étais juste une femme dans une chambre de motel bon marché, regardant une tempête de neige, me demandant comment ma vie avait pu se défaire si rapidement. Le trajet depuis Boston avait été une capitulation. J'avais quitté les limites de la ville juste au moment où la première neige sérieuse commençait à tenir, poussant ma berline vers le nord en direction de la ligne floue des Adirondacks. Riverforge était une ville où l'on allait quand on voulait que le système vous oublie. C'était des pins, des montagnes et un faible service cellulaire. Après les 3 derniers mois chez Heliocari, un sprint d'acquisition et d'échéances réglementaires qui s'était transformé en semaine de 90 heures, j'avais besoin de silence. J'avais besoin de l'anesthésie du froid. Mon corps vibrait encore du bourdonnement fantôme du bureau. L'épuisement professionnel était plus que de la simple fatigue. C'était une érosion. Je me sentais mince, étirée, transparente. Mes relations, mon appartement, ma santé. J'avais tout jeté dans le broyeur de l'entreprise, et il ne me restait rien à montrer, si ce n'est une douleur sourde derrière les yeux et un salaire qui couvrait à peine le coût de l'existence à Boston. Le dîner est apparu à travers le rideau de neige vers 22 heures. Un bâtiment bas et plat, bourdonnant d'une enseigne au néon annonçant « Ouvert 24 juillet ». C'était le seul signe de vie à des kilomètres à la ronde. J'avais besoin de café. J'avais besoin d'un moment pour réfléchir qui ne soit ni ma voiture, ni encore un motel. J'ai pris le CV avec moi. C'était stupide de transporter un CV dans un restaurant routier, mais c'était la seule chose solide qui me restait. C'était 3 pages de preuve que j'existais, que j'étais compétente. J'avais passé la dernière semaine à le peaufiner, à ajuster l'interlettrage, à me torturer sur le choix des verbes. C'était ma bouée de sauvetage. Je me suis glissé dans une banquette en vinyle craquelé. Le dîner sentait le vieux café et l'huile de friture. Un jeune serveur, Noah, peut-être 20 ans, m'a fait un signe de tête et m'a versé une tasse de liquide sombre sans demander. Juste un café, a-t-il demandé. Juste un café et un coin tranquille, ai-je dit. J'ai étalé les pages sur la table en formica. Zoé Foster, 31 ans. Toute ma vie professionnelle distillée en points. J'ai débouché un stylo, un lourd stylo en acier que j'avais gardé de mon premier vrai travail, et j'ai fait la dernière annotation dans la marge de la lettre de motivation que j'avais jointe, disponible pour déménagement sous 10 jours. C'était un mensonge. Je pouvais être prête en un jour, mais 10 jours sonnaient professionnel. Ça donnait l'impression que j'avais des options, que je me dirigeais vers quelque chose de mieux, pas seulement que je fuyais les décombres. Je lisais la section sur la gestion des risques contractuels pour la 12e fois quand mon téléphone a vibré sur la table. Un texto, pas de maçonne, mon petit ami, qui était resté remarquablement silencieux toute la journée. C'était une alerte automatisée de la société de gestion de mon immeuble à Boston. Alerte, votre code d'accès de serrure intelligente a été changé avec succès. Bienvenue dans vos nouveaux paramètres. J'ai fixé l'écran. Je n'avais pas changé mon code. J'ai appelé la société de gestion immédiatement. La ligne a basculé sur un service de répondeur après les heures de bureau. J'ai appelé Mason. Directement sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un texto, mes doigts soudainement engourdis. As-tu changé le code de l'appartement? Un deuxième texto est arrivé. Celui-ci venait de la sécurité de l'immeuble. Madame Foster. Suite à votre demande, votre cousine Kiraï a obtenu l'accès principal. Ma demande. Le café s'est transformé en acide dans mon estomac. L'épuisement s'est évaporé, remplacé par une terreur froide et aiguë. J'ai jeté un billet de $10 sur la table, j'ai attrapé mon téléphone et mes clés et j'ai filé, laissant les 3 pages de mon CV impeccable à côté de la tasse de café à moitié pleine. J'étais à mi-chemin de la voiture avant de m'en rendre compte, et à ce moment-là, la neige tombait trop fort. Je ne pouvais pas faire demi-tour. Ce n'était que du papier. À l'intérieur du dîner, Noah a débarrassé la tasse. Il a ramassé le CV, a sifflé doucement en voyant le papier de lin épais. Ça avait l'air important. Il a jeté un coup d'œil à la porte, mais mes feux arrière disparaissaient déjà. Il a haussé les épaules et a placé la pile près du moulin à café antique sur le comptoir arrière,
se disant qu'il la jetterait en nettoyant. 1 heure plus tard, un autre homme est entré dans le dîner. Il était plus âgé, peut-être dans la soixantaine, et portait un costume gris foncé parfaitement taillé sous un lourd manteau en cachemire. Il n'avait pas l'air d'être à sa place à River Forge. Il avait l'air d'en être le propriétaire. Il s'est assis au comptoir, ignorant le menu. « Un café, noir » a-t-il dit. Sa voix était calme, mais portée par-dessus le bourdonnement des réfrigérateurs. Pendant que Noah versait, le regard de l'homme a dérivé. Il s'est posé sur le CV près du moulin. Il a tendu la main, son bouton de manchette scintillant. Il n'a pas demandé la permission. Il a pris la première page. Noah l'a observé. L'homme ne survolait pas. Il lisait. Sa concentration était absolue. Son expression était neutre jusqu'à ce qu'il atteigne la 2e page. Ses yeux se sont légèrement plissés. Il a suivi l'un des points sous « Supervision stratégique » avec un ongle propre. Il a lu la section sur la gestion des risques contractuels 2 fois. Il a de nouveau regardé le nom « Zoé Allard Foster ». Il a sorti son téléphone, a regardé le CV et a tapé une requête. Il a attendu. Puis il a composé un numéro. J'ai trouvé le seul motel de River Forge avec un panneau, complet, encore allumé. Le Mountain View Inn était un bloc de béton d'un seul étage qui donnait sur un parking mal déneigé. La chambre coûtait 65 $, en espèces, et sentait le nettoyant industriel et les vieilles cigarettes. Je me suis assise sur le bord du matelas rigide, la fine couverture enroulée autour de mes épaules, mon téléphone collé à mon oreille. Messagerie vocale, messagerie vocale, messagerie vocale. La société de gestion, le bureau de la sécurité, Mason, même ma cousine Kira. Personne n'a répondu. J'étais enfermé dehors. Mes affaires, ma vie entière, se trouvaient dans un appartement auquel je n'avais soudainement plus accès, avec ma cousine et mon petit ami jouant à la maison à l'intérieur. La trahison était si soudaine, si complète que mon esprit ne pouvait pas tout à fait la saisir. Cela semblait abstrait, comme un problème au travail, un scénario de risque que je devais modéliser. C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné, vibrant fort contre mon oreille. Numéro privé. J'ai failli le refuser, pensant que c'était un appel indésirable, mais la terreur a poussé mon pouce vers l'écran. J'ai répondu « Allô ». Silence pendant un instant, puis la voix d'un homme, incroyablement calme et précise. Cultivé. Vieille fortune. Est-ce que je parle à Zoé Foster? Mon sang s'est glacé. Personne n'utilisait jamais mon 2e prénom. Je ne l'avais même pas mis sur le CV. J'avais seulement utilisé l'initiale, Z.E. Foster. Qui est-ce? Ai-je demandé, la voix tendue. Je m'appelle Elias Rothwell, a dit l'homme. Je tiens votre CV. Il a été laissé au dîner sur la route 28. Je me suis laissé tomber sur l'oreiller. Un étranger. Un chasseur de tête. Oh, Oui, je l'ai laissé. Je suis désolé. Comment connaissiez-vous mon 2e prénom? C'est un document impressionnant, a-t-il poursuivi, ignorant ma question. Vous détaillez une expérience approfondie dans les négociations avec des fournisseurs tiers et la conformité souveraine. Et vous avez aussi, il a fait une pause, 2 fautes d'orthographe intentionnelles. L'air a quitté mes poumons. Un M subtil manquant dans « contrats gouvernementaux ». Et vous avez inversé le I et le E dans « implémentation stratégique ». Ce sont des pièges intelligents. Des filigranes numériques, je présume, utilisés pour suivre la distribution non autorisée. Je me suis redressé d'un coup. J'utilise ces fautes de frappe pour créer des identifiants uniques. J'ai envoyé différentes versions à différents recruteurs. Si cet homme avait cette version avec ses défauts spécifiques. Qui vous a donné ce CV, ai-je exigé. Il a été abandonné, a-t-il dit simplement. Mais les fautes de frappe me disent que vous êtes prudente. Elles me disent que vous vous attendez à la duplicité. C'est un trait rare et précieux. Je ne comprends pas. Que voulez-vous, monsieur Rothwell, ai-je réessayé, mon esprit tournant à plein régime. J'apprécie l'appel, mais il est tard et Ce CV, Madame Foster, a-t-il interrompu, sa voix toujours parfaitement égale, vaut la peine de traverser un blizzard pour lui. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Une métaphore. Mais avant que je puisse demander, je l'ai entendu. Ça n'a pas commencé comme un son,
mais comme une vibration dans le cadre de la fenêtre bon marché. Un pouls bas et profond. Twamp, thump, twamp. C'était un rythme mécanique qui traversait le sifflement de la neige. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, ai-je demandé. Ça, a dit Elias Rothwell, c'est votre transport. Je suis sur le parking. Veuillez faire votre sac. Il a raccroché. Je me suis précipité du lit, écartant le rideau. Le parking avait disparu. Il était remplacé par une lumière blanche, impossible et aveuglante. La neige ne tombait plus. Elle tourbillonnait dans un vortex horizontal violent. Le son était assourdissant maintenant. Un poids physique pressant contre le motel. Un hélicoptère massif, élégant et noir, se posait sur l'asphalte, ses patins d'atterrissage à peine à 10 mètres de ma porte. Le souffle du rotor était un ouragan, arrachant les bardeaux lâches du motel. Le réceptionniste de nuit, le même jeune qui m'avait enregistré, se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau, la mâchoire pendante. Il tenait son téléphone, enregistrant, complètement abasourdi. Le bruit du moteur a changé, baissant de ton. Une porte a glissé. Une silhouette est sortie sur le patin et a sauté légèrement au sol. Il ne s'est pas plié contre le vent. Il a juste marché à travers, les pales tournant toujours au-dessus de lui. C'était l'homme du dîner. Le costume gris, le manteau en cachemire. Il a marché directement vers ma porte, son visage calme dans le stroboscope des feux d'atterrissage. Il a frappé. 2 coups secs et solides. J'ai tâtonné avec la chaîne, mes mains tremblant. J'ai ouvert la porte. Elias Rothwell se tenait là. Il était plus âgé de près, son visage gravé de lignes d'autorité, pas de gentillesse. Ses yeux étaient d'un gris pâle et perçant, et ils ont examiné mon visage, la chambre bon marché derrière moi et le téléphone toujours serré dans ma main. « Madame Foster », a-t-il dit, sa voix parfaitement audible par-dessus les moteurs au ralenti. « Nous avons parlé. »« Vous. Qui êtes-vous » Il a fouillé dans son manteau. Il n'a pas sorti de carte de visite. Il a sorti une épaisse enveloppe de couleur crème. « Je crois que cela fournit le contexte nécessaire », a-t-il dit. Je l'ai prise. À l'intérieur se trouvait une photographie. Pas une impression, mais une vraie photographie argentique, épaisse et brillante. Elle avait 30 ans. Une jeune femme, belle et provocante, se tenait sur le pont d'un voilier. Elle me ressemblait exactement. Elle riait. À côté d'elle, sa main possessivement sur son épaule, se tenait un Elias Rothwell beaucoup plus jeune. C'était ma mère. Ma mère qui était morte quand j'avais 20 ans. Ma mère qui m'avait toujours dit que ses parents n'étaient pas dans sa vie, qu'il l'avait renié pour avoir épousé mon père. Elle m'avait élevé seule avec un salaire d'enseignante, me disant que nous n'avions personne d'autre. Vous connaissiez ma mère, ai-je chuchoté, la photo tremblant dans ma main. C'était ma fille, a dit Elias, son visage s'adoucissant juste une fraction de seconde, une lueur d'une douleur ancienne. Je suis ton grand-père. Nous avons été éloignés par les circonstances, par des choix faits il y a longtemps, pas par mon désir. Il a regardé par-dessus moi la chambre de motel, puis de nouveau mon visage. Et je te trouve ici, à 31 ans, un CV brillant à la main, et enfermé hors de ta propre vie par de petits voleurs. Il savait. Je ne savais pas comment il savait, mais la certitude dans sa voix était absolue. Je ne comprends pas, ai-je dit. C'était la seule chose que je pouvais dire. Il a fait un signe de tête vers l'hélicoptère qui attendait, la porte ouverte. Je n'ai pas traversé un blizzard pour me remémorer, Zoé. Je suis venu corriger une erreur. Il a reculé, me tenant la porte du motel. Prends ton manteau, a-t-il dit, sa voix plate, résolue. Nous allons à Boston. Il est temps de voir les choses qui t'appartiennent vraiment. Le vol a été une rupture dans le temps. La cabine de l'hélicoptère était pressurisée et silencieuse, les pales du rotor un bourdonnement sourd bien au-dessus de nous. Nous avons volé au-dessus de la tempête, pas à travers elle. Elias Rothwell n'a pas parlé. Il était assis en face de moi, ceinturé dans un siège en cuir de couleur crème, lisant un rapport financier dense comme si nous étions dans un train de banlieue. Il n'avait pas posé de questions sur ma mère, ma vie ou les 31 ans qu'il avait manqués. Il avait confirmé son identité, évalué mon CV et pris possession de ma situation. J'ai regardé les cristaux de glace se former sur la vitre renforcée, mon esprit luttant pour assembler les deux réalités. Le grand-père que je n'avais jamais connu était un milliardaire,
et mon petit ami et ma cousine étaient apparemment des voleurs. La trahison de Mason et Kira était une douleur aiguë et banale. L'apparition d'Elias était tout autre chose, vaste, froide et incompréhensible, comme l'atmosphère à 30 000 pieds. Nous avons atterri sur un aérodrome privé au nord de Boston alors que le ciel était d'un violet profond et meurtri, pas encore l'aube, peut-être 4 heures du matin. Une berline noire, identique à celles qui attendent les PDG, tournait au ralenti sur le tarmac. Le chauffeur a pris mon unique sac de voyage. Nous sommes entrés dans la ville. Les rues étaient vides, glissantes de verglas. Le silence dans la voiture était lourd, plein d'attente. « Il te croit faible », a dit Elias, regardant droit devant lui alors que la voiture tournait dans ma rue. « Il te croit isolé. Il compte sur une réaction hystérique suivie d'une retraite silencieuse. C'est ce que ma fille, ta mère, aurait fait. Elle a toujours choisi la retraite. » Les mots m'ont piqué, une piqûre calculée de ma fierté. « Je ne suis pas ma mère », ai-je dit. « C'est ce que suggère le CV », a-t-il répondu. Maintenant, nous allons voir. Le hall de mon immeuble était chaud. Le gardien de nuit dormait à son bureau. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 12e étage. Elias est resté 2 pas derrière moi, en observateur. J'ai marché dans le couloir familier recouvert de moquettes jusqu'à mon appartement, le 1214. La serrure intelligente de ma porte avait l'air différente. La plaque frontale était nouvelle, un modèle plus cher que celui fourni par l'immeuble. Mon porte-clés, lorsque je l'ai tenu devant, a produit un bip négatif aigu et une lumière rouge. Mon code d'accès, l'anniversaire de ma mère, je l'ai tapé. Accès refusé. Une rage froide et pure a submergé le choc. J'ai serré le poing et j'ai frappé à la porte. Pas des coups de panique, mais 3 coups lourds et mesurés. J'ai entendu du mouvement à l'intérieur, des voix étouffées, une chaîne qu'on tirait. Le pêne dormant a tourné. La porte s'est ouverte de 10 centimètres. Ma cousine Kira y a jeté un coup d'œil. Ses cheveux blonds étaient en désordre à cause du sommeil. Elle portait mon peignoir en soie gris, celui que Mason m'avait offert pour Noël. Ses yeux se sont agrandis, d'abord de surprise, puis d'une lente et naissante satisfaction. « Zoé, mon Dieu, que fais-tu ici ? Il est au milieu de la nuit. Pourquoi la serrure est-elle changée, Kira ? Où est Mason ? Il dort, a-t-elle menti, resserrant le peignoir. J'ai poussé la porte. Elle a reculé en trébuchant et je suis entré dans l'entrée de mon propre appartement, et mon monde a basculé. C'était mon appartement, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'odeur n'était pas la bonne. Ça sentait la mère de Mason, Cynthia, un lourd parfum de gardénia. Mon grand tableau abstrait de l'entrée avait disparu, remplacé par un miroir bon marché à cadre doré. Mon porte-manteau débordait de manteaux que je ne reconnaissais pas. Dans le salon, mon canapé modulable avait été réarrangé. Mes livres, mes affaires, ma vie entière avait été emballée dans une douzaine de boîtes en carton empilées contre le mur du fond, étiquetées de l'écriture négligée de Kira, rangement Zoé. Mason était dans la cuisine, éclairé par la lumière au-dessus de la cuisinière. Il portait un boxeur et un t-shirt, remuant quelque chose dans une casserole. Il s'est figé en me voyant, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. « Zoé » a-t-il soufflé. Il avait l'air pâle, coupable et terrifié. « Qu'est-ce que c'est » ai-je exigé, ma voix stable, plus basse que ce à quoi je m'attendais. « Qu'avez-vous fait ?»« Chérie, qui est-ce » a appelé une voix de ma chambre. La mère de Mason, Cynthia Dallow, est sortie, nouant la ceinture de son propre peignoir. Elle s'est arrêtée net. Derrière elle, le père de Mason, en pyjama, a plissé les yeux en me regardant. Ils vivaient ici. Tous. Cynthia a été la première à se reprendre. Elle a affiché une expression de pitié forcée. Zoé, nous ne t'attendions pas. Nous pensions que tu serais à Riverforge pour la semaine. Vous avez changé mes serrures, ai-je dit. Kira s'est approchée de moi, les bras croisés. La peur avait disparu, remplacée par un sourire effronté. Il le fallait, Zoé. Tu es juste partie. Tu as abandonné le bail. Je suis allé dans le nord de l'État pour 2 jours, ai-je dit, ma voix vibrant. Tu as pris ton CV, a rétorqué Kira, en montrant l'endroit vide sur la table du couloir où je laissais habituellement mon sac de travail. Tu avais clairement l'intention de partir. Tu te plains de Helio Caribrance depuis des mois. Quand nous avons vu que tu avais fait tes cartons.
Vous avez fait mes cartons, ai-je déclaré. Nous aidions juste. La voix de Kira s'est élevée, théâtrale. Mason était si inquiet. Il nous a dit que tu étais en train de craquer. Alors nous sommes venus aider. Nous gardons juste l'endroit au chaud jusqu'à ce que tu te ressaisisses. Le gaslighting était si profond, si complet. C'était presque brillant. Ils avaient créé un récit où j'étais l'instable, celle qui avait fui, et eux les sauveurs. Sortez, ai-je dit. Non, a dit le père de Mason, s'avançant. C'était un homme imposant, habitué à intimider les gens. Nous avons le droit d'être ici. Un droit. J'ai regardé Mason. Il fixait intensément le contenu de sa casserole, refusant de croiser mon regard. Montre-lui, Kira, a dit Cynthia en lissant son peignoir. Kira s'est dirigée vers ma table à manger. Dessus, à côté d'une pile de leurs courriers qui avaient été redirigés ici, se trouvait un seul document imprimé. Tout est légal, Zoé. Nous avons signé un nouvel accord de colocation avec l'immeuble. Mason s'en est occupé. J'ai pris le papier. C'était un avenant de location standard. Il listait Mason Dallow et Kira comme locataires principaux et moi, Zoé Foster, comme occupante partante. Et en bas, à côté de leur signature, se trouvait la mienne. Ma signature électronique. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un faux. Pas au sens traditionnel du terme. C'était une copie parfaite en haute résolution, un clone numérique. Je savais exactement d'où elle venait. Il y a 3 mois, j'avais signé un accord de non-divulgation pour un projet sensible chez Heliocari. Le fichier était trop volumineux pour le portail de signature électronique, et Mason, un consultant en informatique, avait proposé son aide. Il avait dit qu'il avait besoin d'extraire ma signature sous forme de fichier vectoriel transparent pour la superposer sur le PDF. Je lui avais fait confiance. Il en avait sauvegardé une copie. C'est de la fraude, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre. C'est ta signature, a gazouillé Kira. La société de gestion l'a accepté. Mason, ai-je dit en tendant le papier. Mason, regarde-moi. Il a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang. Il avait l'air faible. Zoé, ça avait juste du sens. Mes parents ont vendu leur maison. Le bail de Kira était terminé. Tu n'étais jamais là. Nous avions besoin d'un endroit. C'est juste. C'est juste un appartement, Zoé. C'est ma maison, ai-je chuchoté. Eh bien, c'est la nôtre maintenant, a dit Cynthia. Elle est passée devant moi pour se diriger vers le mur principal où elle tenait une grande photo encadrée. C'était leur famille, Mason, ses parents, sa sœur, tous souriant sur une plage. Elle l'a soulevée jusqu'au crochet où mon tableau préféré était accroché. Ça aura l'air bien mieux ici. Ça illumine toute la pièce. La cruauté des involtes, l'effacement, était stupéfiante. Kira, savourant sa victoire, s'est dirigée vers mon portefeuille ouvert, qu'ils avaient jeté sur l'une des boîtes. Elle en a sorti la carte de crédit supplémentaire liée à mon compte courant principal. Et tu as vraiment besoin de mettre de l'ordre dans tes finances, Zoé, a dit Kira en lisant les numéros en relief. Je veux dire, Dieu merci, je suis là pour gérer les choses. J'ai dû payer la facture d'électricité hier. Elle a ensuite annoncé à la pièce, elle a encore une limite de $5000 sur ce truc. Vous y croyez? Après toutes ces plaintes d'être fauchée. Elle s'était connectée à ma banque. Elle avait vu mes comptes. La signature électronique était le point d'entrée, mais l'invasion était totale. Mon regard s'est détourné d'elle, balayant la pièce. Mon cerveau d'analyste, la partie de moi qui cherche les schémas et les anomalies, s'est finalement mis en marche. La bibliothèque dans le coin. Elle était légèrement inclinée vers l'intérieur, pas au ras du mur. Et nichée entre une biographie de Rockefeller et mes vieux manuels de finances d'entreprise, je l'ai vue. Un petit objet cylindrique noir, un seul objectif sombre. Une caméra cachée. Elle était dirigée vers le salon. Mason. Il avait dû la mettre là pour me surveiller, pour enregistrer ma crise, pour rassembler des preuves pour leur histoire, que j'étais instable. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. L'homme avec qui j'avais vécu pendant 2 ans n'était pas seulement faible. Il était calculateur. Il était malveillant. Je me suis retourné et je suis parti. J'ai refermé la porte derrière moi,
les laissant dans ma maison. Elias Rotwell était exactement là où je l'avais laissé, près des ascenseurs. Il n'avait pas bougé. Son visage était illisible. Il avait tout entendu. Les murs fins de l'immeuble moderne avaient porté chaque mot. Je me suis appuyé contre le mur, mes mains tremblant si violemment que j'ai dû les serrer en poing. « Je veux appeler la police », ai-je dit. « Tu pourrais », a dit Elias, sa voix calme. « Ce serait compliqué. Ils appelleraient ça un litige civil, une querelle d'amoureux. La police verra le bail signé et te dira de prendre un avocat. Ça prendrait des mois. Tu perdrais. » Il m'a observé, ses yeux gris évaluant mon état. Il attendait. « Ne discute pas », a-t-il dit, sa voix un ordre bas. « Ne leur donne pas la satisfaction d'une dispute. Ils s'attendent à de l'hystérie. Ils ont une caméra là-dedans pour l'enregistrer. Donne-leur le silence. » Il a regardé par-dessus moi, ses yeux cataloguant le numéro sur la porte. Nous rassemblons la chaîne de preuves, chaque pièce. Il a fouillé dans la poche de sa poitrine. Il a sorti une carte de visite. Ce n'était pas la sienne. Le papier cartonné était incroyablement épais, lourd comme une carte à jouer avec des lettres gravées nettes. Arbor Pike LLP. Sous le nom du cabinet d'avocats, quelqu'un avait écrit au graphite précis et aiguisé, appendicaire, déclenchement sur fausse déclaration. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Arbor Pike sont mes avocats, a-t-il dit. La notation est pour toi. Appendicaire. La phrase a résonné dans ma mémoire. C'était du manuel de l'employé de Helio Carey Brands. Une clause profonde enfouie dans la section sur la gouvernance d'entreprise, que j'avais parcourue une fois lors de mon intégration. C'était une clause morale, mais une clause spécifique. Elle définissait les conséquences pour tout employé qui se livrait à une conduite frauduleuse, à une fausse déclaration ou à un vol d'identité, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, si la dite conduite menaçait la réputation de l'entreprise. Ils ont utilisé ma signature, ai-je dit, les pièces s'emboîtant. Kira a accédé à mes comptes bancaires. Mason. Mason est un consultant informatique senior. Il a volé ma signature numérique d'un document d'entreprise. Il a utilisé un actif privilégié obtenu pendant son emploi pour commettre une fraude, a précisé Elias, ce qui déclenche l'appendicère. Et toi, a-t-il ajouté, tu es analyste senior dans la même entreprise. Ils ont créé une situation. Il a posé sa main sur mon épaule. Ce n'était pas un geste de réconfort. C'était un geste d'ancrage. Ne cherche pas la justice ce soir, Zoé. La justice est un sentiment. Cherche un levier de pression. Maintenant, a-t-il dit en me dirigeant vers l'ascenseur, nous allons te trouver une chambre d'hôtel et ensuite tu appelleras Arbor Pike. Nous lancerons une expertise numérique et un verrouillage complet des actifs. Ils voulaient ton appartement. Nous nous assurons qu'il ne leur reste rien d'autre. J'ai regardé la porte fermée du 1214. Je pouvais entendre Kira rire à l'intérieur. Le tremblement de mes mains s'est arrêté. La concentration froide et analytique que j'utilisais pour disséquer les contrats défectueux s'est installée en moi. Elias Rotwell avait raison. Il s'attendait à de l'hystérie. Je leur donnerai de la stratégie. Nous ne sommes pas allés à un hôtel. Nous sommes allés à l'hôtel. Elias disposait d'une suite permanente au sommet du plus haut bâtiment résidentiel de Boston, un espace de luxe stérile et silencieux qui était l'antithèse du motel de Riverforge. Tout n'était que vert, bois clair et vue sur le port, qui commençait à peine à refléter la lumière grise et froide de 5 heures du matin. « Tu as 24 heures, a dit Elias en me tendant un ordinateur portable crypté neuf. Le processus judiciaire est un marteau. Il est puissant, mais il est lent. Le processus numérique est un scalpel. Il doit être utilisé rapidement. Je me suis assise sur un canapé qui coûtait plus cher que ma voiture. Mon adrénaline l'emportant sur mon épuisement. L'analyste en moi, la partie qui était en sommeil et épuisée, se réveillait. Le traumatisme de l'invasion de l'appartement était en cours de compartimentation. Ce n'était plus une violation personnelle. C'était une violation de données. D'abord, ai-je dit, j'ai ouvert le nouvel ordinateur portable. Il a démarré en quelques secondes. Je sécurise mon périmètre. Je me suis connecté à ma banque principale. Mes mains tremblaient, mais mes frappes étaient précises. Je suis allé directement à la gestion de compte. Carte supplémentaire pour Kiraï.
Accès révoqué. J'ai changé mes mots de passe. Tous. Banque, email, services publics, réseaux sociaux, portail de travail. J'ai utilisé le générateur de chaînes aléatoires de l'ordinateur portable. Inconnaissable, indéchiffrable. Puis j'ai réglé les alertes. La provocation de Kira à propos de la limite de $5000 résonnait dans ma tête. Je suis allé dans les paramètres de notification. Alerte sur toute transaction tentée de plus de $50. Mon téléphone sonnerait maintenant pour chaque café, chaque taxi, chaque tentative désespérée. Ils ont mon numéro de sécurité sociale, ai-je dit, en pensant au contrat de location. Suppose qu'ils ont tout, a dit Elias. Il était au téléphone, parlant doucement à quelqu'un. Oui, récupération forensique complète. Je veux les journaux de l'appareil, les sauvegardes cloud et un miroir du disque. L'autorisation est Rotwell priorité 1. Activez-les. Il a raccroché et m'a regardé. Une équipe d'expertise numérique de Harbor Pike se mobilise. Ils seront là dans 1 heure. Avant qu'ils n'arrivent, ai-je dit, je dois vérifier quelque chose. Je me suis connecté à mon email personnel. Mason connaissait le mot de passe. J'avais été si stupide, si confiante. Je suis allé dans mes éléments envoyés, mais pas seulement la boîte de réception. Je suis allé dans les archives, la corbeille, les brouillons. Rien. Puis j'ai vérifié mon lecteur cloud, celui où je gardais tout, mes déclarations de revenus, mes contrats de travail, mon CV. J'ai ouvert le journal d'activité. C'était là. Il y a 2 jours à 15h15. Zoé CV Master V9 exec, téléchargé par Mason Dallow. Il l'avait pris. Mais il ne l'avait pas seulement regardé. J'ai croisé le journal d'activité avec son email, auquel j'avais également accès car nous partagions un compte de streaming. Je me suis connecté en tant que lui. Mon sang s'est glacé. Il avait envoyé mon CV par email. Il avait envoyé tout mon historique professionnel, mes filigranes soigneusement conçus, mes pièges typographiques, à une adresse email personnelle non professionnelle. Une adresse que j'ai reconnue. Ruth Calder. Ma patronne chez Heliocari Brands. La trahison n'était pas seulement la cupidité de Kira. Ce n'était pas seulement la faiblesse de Mason. C'était une attaque coordonnée. Ma patronne était impliquée. Ils ne prenaient pas seulement mon appartement. Ils essayaient de saboter ma carrière. Les pièges typographiques, le M manquant dans « gouvernement ». Tout était là. J'avais maintenant une chaîne de possession numérique reliant mon petit ami à ma patronne dans un complot pour accéder à mes fichiers privés. La sonnette a retenti. Pas un buzzer, mais un carillon doux et cher. Elias a ouvert la porte. 2 personnes, un homme et une femme, sont entrés. Ils étaient jeunes, vêtus d'une tenue d'affaires élégante et discrète, et transportaient de lourdes valises pélican argentées. C'était l'équipe d'expertise numérique. Madame Foster, a dit la femme en me serrant la main. Sa poignée était ferme. Nous sommes là pour vous aider. Nous comprenons qu'il y a eu un événement d'accès non autorisé. Pendant les 3 heures suivantes, j'étais de nouveau une analyste. Je leur ai montré mes comptes bancaires. Je leur ai montré le journal d'activité sur le lecteur cloud. Je leur ai donné le login de l'email de Mason. Je leur ai montré le contrat de location frauduleux avec la signature électronique volée. La femme a hoché la tête, son expression sombre. Le vol du vecteur de signature est clair. Il l'a probablement tiré de l'accord de non-divulgation que vous avez mentionné. C'est bâclé mais efficace avec une société de gestion d'immeubles paresseuse. Et la caméra, ai-je dit, la voix basse. Il a installé une caméra cachée dans la bibliothèque. L'homme a levé les yeux de sa console. Connaissez-vous le modèle? Est-il compatible Wi-Fi? Je suppose, ai-je dit. Il voudrait accéder au flux à distance. Bien, a-t-il dit, sans sourire. S'il est sur votre réseau Wi-Fi, qu'ils n'ont probablement pas encore changé, nous pouvons y accéder. Nous extrairons l'identifiant de l'appareil et son journal complet. Nous verrons tout ce qu'il a vu, y compris lui en train de l'installer. Pendant qu'il travaillait, j'ai passé mon propre appel. J'ai utilisé la carte de Harbor Pike qu'Elias m'avait donnée. Harbor Pike, comment puis-je vous aider? J'ai besoin de parler à votre département des litiges, ai-je dit. Mon nom est Zoé Foster.
C'est concernant une affaire de fraude immobilière et de vol d'identité référée par Elias Rothwell. La ligne a cliqué une fois. J'ai été transféré à un associé principal. À 9 heures du matin, la contre-offensive était pleinement engagée. Premièrement, les avocats de Harbor Pike, armés de ma déclaration sous serment et de la preuve numérique de la fraude à la signature, ont déposé un avis de résiliation d'urgence auprès de la direction de mon immeuble. Ce n'était pas une demande. C'était une notification de rupture immédiate et irrémédiable du bail. Il déclarait que l'accord de colocation était nul et non avenu en raison de sa conception frauduleuse. Deuxièmement, j'ai personnellement envoyé un email à la société de gestion enjoignant mon contrat de location original. J'ai surligné la clause sur laquelle j'avais insisté lorsque j'ai emménagé, section 12b. Aucune sous-location, colocation ou transfert de location n'est autorisé sans la signature manuscrite du locataire d'origine. Toute violation rend l'accord nul et entraîne une pénalité de 2 fois le loyer mensuel. Troisièmement, l'avocat a signifié à Mason Dallow et Kiraï par email, par coursier et par huissier de justice un avis formel de conservation des preuves. C'est la partie que j'ai savourée. L'avis de conservation les obligeait légalement à préserver toutes les données électroniques. Il leur était interdit de supprimer, de modifier ou de détruire des messages textes, des emails, des photos ou des fichiers sur l'un de leurs appareils. S'ils supprimaient un seul SMS, ce serait une spoliation de preuves, un crime passible de lourdes sanctions légales. Ils étaient piégés. La panique a dû s'installer à peu près au moment où l'huissier a frappé à la porte du 1214. À midi, l'équipe d'expertise avait une image plus claire. C'est pire que ce que nous pensions, a dit la femme en tournant son écran vers moi. Kiraï n'a pas seulement accédé à vos comptes bancaires. Elle a fait une vérification de crédit sur vous. Elle m'a montré l'alerte d'une agence de crédit. Kira avait utilisé mon numéro de sécurité sociale, que Mason avait clairement fourni à partir de mes fichiers volés, pour demander 3 cartes de crédit différentes à haute limite. Une a été approuvée, a dit la femme, une ligne de crédit de $5000 dans un grand magasin. Elle a également ouvert un nouveau forfait de téléphonie mobile à votre nom. Ce n'était plus un litige. C'était un vol d'identité criminelle. Elias était resté silencieux, observant les procédures depuis la table à manger. Les avocats, l'équipe d'expertise, le flux de données. Il observait tout cela comme un général. L'associé principal de Harbor Pike a appelé la ligne fixe de la suite. Elias l'a mis en haut-parleur. Monsieur Rothwell, Madame Foster, nous les tenons, a dit l'avocat, sa voix nette. La fraude à la signature est concrète. Le vol d'identité est une affaire criminelle claire. La conspiration avec l'employé de Heliocari, Ruth Calder, ajoute une couche de malversation d'entreprise. Nous pouvons les faire arrêter d'ici ce soir. Nous pouvons faire en sorte que la police les expulse de l'appartement immédiatement. Ce sera bruyant, public et décisif. J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé Kira me noter. J'ai imaginé Mason sortant de notre hall. J'ai imaginé le soulagement. Mais l'avocat a continué, une affaire pénale prend du temps. Elle passe au procureur. Vous perdez le contrôle du récit. Ils deviennent des victimes du système. Ça devient compliqué. Quelle est l'alternative? A demandé Elias. Une exécution civile, a dit l'avocat. Nous les tenons pour plusieurs crimes. Nous avons un levier de pression absolu. Nous pouvons rédiger une résolution qui donne à Madame Foster tout ce qu'elle veut, discrètement, dans les 12 prochaines heures. Elias m'a regardé. Ses yeux gris étaient analytiques. Il ne me poussait pas. Il me testait. Il attendait de voir de quel bois j'étais faite. C'est votre décision, Zoé, a-t-il dit. La loi peut être un instrument contondant ou un scalpel. Vous pouvez les faire arrêter. Ce serait propre. Que voulez-vous en plus de la propreté? J'ai pensé au sourire narquois de Kira, à Cynthia Dallow accrochant sa photo de famille sur mon mur, à la lâcheté de Mason, à la caméra cachée. Propre ne suffit pas, ai-je dit, et ma voix m'a surprise par sa clarté. Une accusation criminelle est publique, mais ils peuvent négocier une peine. Ils peuvent pleurer. Ils peuvent jouer les idiots. Je ne veux pas qu'ils soient arrêtés. Je me suis penché en avant. Je veux une reconnaissance publique. Je veux des aveux. Et je veux des conséquences contraignantes que je contrôle, pas un procureur de district. L'avocat au téléphone est resté silencieux un instant. Je pouvais presque l'entendre sourire.
Excellent, a dit l'avocat. Dans ce cas, nous rédigerons un jugement stipulé. C'est un accord, mais il est déposé auprès du tribunal. Dans cet accord, ils devront admettre par écrit la signature frauduleuse, l'accès non autorisé et le vol d'identité. Ils accepteront de quitter l'appartement dans les 24 heures. Ils accepteront de payer tous les frais de justice, les pénalités sur le bail et le remboursement intégral du crédit frauduleux. Ils accepteront une ordonnance restrictive permanente. Ils remettront tous leurs appareils pour une suppression forensique. Et s'ils refusent, ai-je demandé. S'ils refusent, nous déposons immédiatement les accusations criminelles. Ils ne refuseront pas, a dit l'avocat. Mais voici la beauté de la chose. S'ils signent cet accord et le violant de quelque manière que ce soit, s'ils manquent un seul paiement, s'ils essaient de vous diffamer, s'ils s'approchent à moins de 150 mètres de vous, le jugement se déclenche automatiquement. Les aveux deviennent un dossier judiciaire public permanent et un mandat est émis. C'est une laisse, et c'est vous qui la tiendrez. Faites-le, ai-je dit. Envoyez-le leur maintenant. Cette nuit-là, la neige a recommencé à tomber, épaisse et lourde, couvrant Boston d'un manteau blanc. Je me suis tenu à la baie vitrée de la suite, regardant la tempête. Je tenais une tasse de café. L'équipe d'expertise était partie. Les avocats finalisaient le jugement. Elias était dans son bureau, passant des appels. J'ai regardé ma main, celle qui tenait la tasse. Il y a 6 heures, elle tremblait si violemment que je ne pouvais pas tenir un stylo. Maintenant, elle était parfaitement immobile. Le jugement stipulé, livré électroniquement à 9 heures du matin, a fait exploser leur fragile conspiration. La date limite pour signer était 17 heures. Le non-respect de cette échéance entraînait le dépôt immédiat d'accusations criminelles pour vol d'identité, fraude électronique et complot. Mon téléphone, que j'avais posé sur le lourd bureau en acajou, a commencé à vibrer. Il n'a pas cessé pendant 1 heure. C'était une percussion de panique. Des dizaines d'appels. Kira, Mason, Cynthia Dallow, le père de Mason. Ils ont laissé des messages vocaux frénétiques et balbutiants. Ils ont envoyé un barrage de SMS qui passait de la confusion à l'indignation, puis à la terreur. Je n'ai écouté aucun d'eux. J'étais occupé à travailler sur la présentation du projet périmètre, à affiner les données, à aiguiser l'argumentation. L'affaire juridique était une distraction, une simple formalité administrative. La vraie bataille était celle pour ma carrière, celle que Ruth Calder et Mason essayaient maintenant activement de saboter. Elias était assis en face de moi, lisant des rapports d'analystes, apparemment inconscient du drame. Il avait fourni les outils. Il s'attendait à ce que je les utilise. À 14 heures, l'interphone de la réception a sonné. Madame Foster, a dit le concierge, sa voix discrète. Une certaine Kira est dans le hall. Elle est très agitée. Elle insiste sur le fait qu'elle est de votre famille et que vous l'attendez. J'ai fermé mon ordinateur portable. La performance avait commencé. Dites-lui, ai-je dit, ma voix parfaitement plate, que je la rencontrerai dans le café de l'autre côté de la rue dans 5 minutes. Zoé, tu ne peux pas, a gémi Kira en se jetant sur moi alors que je franchissais la porte du café. Elle avait réussi à se donner l'air d'une épave. Ses cheveux étaient gras, ses yeux gonflés, ses vêtements froissés. C'était une bonne performance. J'ai esquivé son assaut et elle a trébuché. Assieds-toi, Kira. J'ai choisi une petite table dure au centre de la pièce, loin des murs. J'ai acheté 2 cafés noirs et j'en ai placé un devant elle. Elle l'a ignoré. Ils vont m'arrêter, a-t-elle sangloté, assez fort pour que le barista se retourne. Zoé, s'il te plaît, tu dois arrêter ça. C'était une erreur. La mère de Mason. Elle voulait juste un endroit pour eux. Et tu n'étais jamais là. Je voulais juste être comme toi. L'ancienne Zoé se serait effondrée. L'ancienne Zoé aurait ressenti une pointe de pitié, la culpabilité corrosive d'avoir plus que sa cousine chaotique. La nouvelle Zoé a simplement observé, comme si elle observait un groupe de discussions mal structurées. J'ai juste besoin d'un endroit où rester, a négocié Kira, ses larmes ralentissant alors qu'elle voyait que sa première tactique avait échoué. Juste pour une semaine, Zoé. Juste une semaine. Je n'ai nulle part où aller. Ils vont nous expulser. S'il te plaît. Je dormirai par terre. Je suis ta famille. J'ai pris une gorgée de mon café. Non.
Quoi? Non, ai-je répété, ma voix calme. Tu ne resteras pas avec moi. Pas pour une semaine. Pas pour une nuit. Mais je serai à la rue. J'ai fouillé dans mon sac. Je n'ai pas sorti de portefeuille, de mouchoir ou quoi que ce soit de doux. J'ai sorti une seule feuille de papier pliée et je l'ai glissée sur la table. Elle l'a dépliée. Ses larmes se sont arrêtées instantanément. C'était un tableur. Dans la moitié supérieure, une liste de postes. Carte de grand magasin frauduleuse, 5210 $. Contrat de téléphonie mobile frauduleux, frais d'annulation, 1500 $. Pénalité pour violation de bail, 2 mois de loyer, 6400 $. Frais de justice prévus, audit forensique, 10 000 $. En bas, en gras et en rouge, se trouvait le total. Kira a regardé le chiffre. Elle avait l'air physiquement malade. Je ne peux pas payer ça. C'est insensé. Ça, ai-je dit, c'est le prix de ton aide. C'est ce que tu m'as volé. Toi, Mason et ses parents êtes solidairement responsables, ce qui signifie que s'ils ne peuvent pas payer, c'est toi qui paies. Ton. Maintenant, regarde la moitié inférieure, ai-je dit. Elle a baissé les yeux. La moitié inférieure était intitulée « Plan de source de travail pour le remboursement ». J'ai pris la liberté d'examiner ton historique d'emploi, ai-je dit, ma voix aussi calme que si je décrivais un rapport trimestriel. Tes compétences sont principalement en saisie de données et en administration de base. J'ai identifié 3 agences d'intérim qui ont des postes immédiats pour des quarts de soir en transcription médicale. J'ai également trouvé une entreprise de traiteurs qui a besoin de personnel le week-end. Si tu travailles aux 2 emplois et que nous saisissons 50% de ton salaire, tu peux rembourser ta part de cette dette en environ 36 mois. Kira a fixé le papier, la bouche ouverte. Le masque de victime était tombé, révélant l'enfant stupéfaite et pétulante en dessous. Tu es cruel, a-t-elle chuchoté, sa voix venimeuse. Tu es vraiment cruel. Après tout ce que ma mère a fait pour toi quand ta mère. Tu es juste. Tu es un monstre, Zoé. J'ai fini mon café et je me suis levé. Non, Kira. Toute ma vie, j'ai été accommodante. J'ai été gentille. J'ai été ambiguë parce que je ne voulais blesser personne. C'est cette ambiguïté que toi et Mason avez utilisée pour justifier cela. Vous l'avez vu comme un vide que vous pouviez combler. Vous avez pris ma gentillesse pour une absence de limite. J'ai mis mon manteau. À partir de maintenant, je serai cruel envers l'ambiguïté. Ceci n'est pas ambigu. C'est clair. Tu signeras le jugement avant 17 h. Tu commenceras le premier emploi d'intérim lundi. Ou tu seras en garde à vue d'ici minuit pour une accusation de crime. C'est le seul choix qu'il te reste. Je l'ai laissé là, fixant le plan qui définirait les 3 prochaines années de sa vie. Quand je suis retourné à la suite, j'ai ressenti une satisfaction sombre et froide. L'appel suivant, j'ai décidé que je le prendrais. C'était Mason. J'ai laissé sonner 3 fois, puis j'ai répondu, en mettant le haut-parleur. Zoé. Zoé. Oh mon Dieu, bébé. Enfin. Sa voix était un flot de panique. Tu dois arrêter ça. Tu dois appeler tes avocats. C'est un cauchemar. Kira est en plein désarroi. Mes parents sont. Zoé, j'essayais juste d'aider. Le mot est resté en suspens. Aider. Le mot qu'il avait utilisé pour justifier sa tromperie, sa faiblesse. Tu aidais, ai-je déclaré. Oui. Oui. Tu as été si stressé, travaillant des heures folles. J'ai juste pensé. J'ai pensé que si mes parents étaient là, si Kira était là, il pourrait. Il pourrait s'occuper des choses. Te soulager de la pression. Te donner une pause. Je voulais juste nous aider. C'était juste une idée stupide qui a mal tourné. S'il te plaît, Zoé, ne me fais pas ça, à nous. Le gaslighting était si réflexe, si pratiqué, qu'il y croyait presque lui-même. Je n'ai rien dit. Je me suis tourné vers mon ordinateur portable où l'équipe d'expertise avait soigneusement classé toutes leurs découvertes. J'ai ouvert un dossier intitulé « Flux du salon 1214 ». J'ai cliqué sur un fichier. Aider, ai-je répété.
J'ai tenu le microphone de mon téléphone près du haut-parleur de l'ordinateur portable et j'ai appuyé sur play. Le son minuscule et horrible de la voix de Mason a rempli la pièce silencieuse et chère. C'était d'il y a 2 jours, avant mon retour de Riverforge. D'accord, s'est orientée vers le canapé, a chuchoté sa voix sur l'enregistrement. Elle s'assiera certainement là quand elle trouvera les boîtes. Ça capturera toute sa réaction. Kira, tu as juste besoin de commencer à pleurer dès qu'elle entre. Dis simplement qu'elle t'a abandonné. D'accord. Maman. Maman, sois prête avec les papiers du bail. Nous devons présenter un front totalement uni. Elle craquera. Elle craque toujours. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. C'était le son de la réalité entière d'un homme qui se vaporisait. Il n'avait pas seulement été attrapé. Il avait été documenté. Mason, ai-je dit, ma voix dépourvue de toute émotion. Tu as jusqu'à 17 heures pour signer le jugement stipulé. Si tu ne le fais pas, cet enregistrement, ainsi que le journal du serveur montrant que tu as téléchargé ma présentation filigranée depuis le lecteur partagé, seront envoyés au procureur de district, au conseil d'administration de Helio Carrie Brands et au chef de ton service informatique. Nous avons terminé. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse trouver sa voix. Mon téléphone a de nouveau vibré, presque immédiatement. Un message texte, cette fois de Cynthia Dallow. Je ne sais pas à quel genre de jeu d'escroc tu joues, mais tu déchires cette famille. Tu es ingrate. Mason t'aime et nous essayons de lui construire un foyer. Les familles sont censées faire des sacrifices pour leurs fils. Tu es égoïste et irrespectueuse et tu le regretteras. J'ai lu les mots. Égoïste. Ingrate. Les familles sont censées. Pendant une seconde, une douleur fantôme de l'ancienne culpabilité, de l'ancienne programmation, m'a serré la poitrine. La peur d'être la difficile, celle qui a brisé la famille. Elias, qui m'avait observé, a glissé un morceau de son lourd papier à lettres de couleur crème sur le bureau. Il y avait écrit une seule phrase, d'une écriture forte et claire. Choisir eux ou te choisir n'est pas un problème binaire. C'est une question de séquence. J'ai lu la note. Puis j'ai relu le texto de Cynthia. Séquence. Pendant 31 ans, je les avais mis en premier. Leur confort, leurs besoins, leurs égos fragiles. Je m'étais mis en dernier. Et ils en étaient venus à le voir non pas comme un cadeau, mais comme ma juste place. J'ai pris mon téléphone. Je suis allé au contact de Cynthia. Bloqué. Je suis allé à celui de Mason. Bloqué. Je suis allé à celui de Kira. Bloqué. J'ai mis en sourdine toutes les notifications, sauf celles de Arbor Pike et d'Elias. La vibration sur le bureau s'est arrêtée. La suite était enfin complètement silencieuse. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable. Projet périmètre. J'avais une présentation à gagner. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé de délai, de dispute ou de chute. J'ai dormi 8 heures d'un sommeil profond et ininterrompu. Je me suis réveillé avec le lever du soleil sur le port et je me suis senti, pour la première fois, non seulement reposée, mais prête. À 16h55, juste 5 minutes avant la date limite, l'email est arrivé du conseil adverse. En pièce jointe se trouvaient les pages de signature exécutées pour le jugement stipulé. Mason, Kira et les parents de Mason avaient tous signé. Ils avaient capitulé. Ils avaient accepté de quitter l'appartement dans les 48 heures. Ils avaient accepté le calendrier de remboursement complet. Ils avaient accepté l'ordonnance restrictive permanente. Ils avaient accepté de remettre leurs appareils pour une suppression forensique. Ils avaient, par écrit, avoué la fraude, le vol d'identité et le complot. J'ai senti un déclic, la sensation d'une serrure qui s'enclenche. Mais ce n'était pas la victoire. C'était juste la fin de la première escarmouche. J'étais dans un bureau temporaire à Arbor Pike, une pièce au mur de verre surplombant le quartier financier. Elias n'était pas là. Il avait clairement indiqué que c'était mon opération. Il était l'investisseur. J'étais la PDG. L'enquêtrice principale de l'expertise, la femme à la poignée de main ferme, a frappé et est entrée, tenant une tablette. Madame Foster. Nous avons un problème avec l'avenant au bail. Ils ont signé, ai-je dit en brandissant l'email. C'est fait. Il ne s'agit pas des aveux,
a-t-elle dit en affichant un document. Il s'agit des métadonnées. Le document qu'ils ont utilisé pour commettre la fraude, l'accord de colocation. J'ai regardé l'écran. C'est un modèle standard de l'immeuble. Mason l'a probablement obtenu du bureau de gestion. Non, a-t-elle dit en secouant la tête. Elle a zoomé sur les propriétés du document. Ce n'est pas le cas. La gestion de l'immeuble utilise un simple modèle Microsoft Word. Nous avons récupéré leur copie. Ceci, elle a tapoté l'écran, est un document juridique professionnel créé avec un logiciel de rédaction spécialisé. La mise en forme, les clauses, c'est du travail sur mesure. Ce n'a pas été fait par Mason. Un nouveau fil d'enquête froid a commencé à se dérouler. Ils ont engagé un avocat. Un avocat bon marché, a-t-elle dit, ou un freelance. La signature du logiciel dans les métadonnées pointe vers un service de parajuriste freelance, un certain Jacques Morel. Le nom ne me disait rien. Donc, ils ont sous-traité la fraude. C'est propre, a dit l'enquêtrice, sa voix tendue d'admiration professionnelle. Jacques Morel opère en tant que spécialiste des documents sur des sites de freelance. Paiement en espèces ou en crypto. Il rédige des choses pour des gens qui ne veulent pas de la trace écrite d'un cabinet d'avocats. Pouvez-vous le trouver? Nous l'avons déjà fait, a-t-elle dit en souriant. Nous avons croisé ses portefeuilles de crypto connus avec son compte Venmo public. Les gens sont négligents. Il a encaissé un paiement il y a 3 jours. $500 de Mason, d'un compte écran. Mais le compte écran a été financé par un seul virement bancaire. Nous avons assigné la banque d'origine. Elle a tourné la tablette vers moi. Mon souffle s'est coupé. Le virement ne venait pas de Mason. Il ne venait pas de Kira ni de Cynthia. Le paiement de $500 au parajuriste qui avait rédigé le bail frauduleux provenait d'un compte d'épargne appartenant à Ruth Calder, ma patronne. J'ai fixé l'écran. Les pièces ne se sont pas seulement emboîtées. Elles se sont percutées avec la force d'un accident de voiture. Ce n'était pas l'idée de Mason. Il n'était qu'un pion, un maillon faible à exploiter. Ce n'était pas l'opportunisme cupide de Kira. Tout cela, le verrouillage, le gaslighting, la caméra cachée, c'était une exécution. Ruth voulait que je parte. Pas seulement mise à l'écart. Elle voulait que je sois brisé. Elle voulait que j'aie une crise de nerfs publique et vérifiable, que je sois forcé de prendre un congé, que je sois si embourbé dans le chaos personnel et financier que je serais définitivement écarté de la course pour le compte de North Aldey Trust. Elle voulait forcer mon épuisement professionnel. Elle avait fourni l'arme légale, le bail frauduleux de $500. Elle l'avait donné à Mason, son homme de l'intérieur, qui à son tour avait utilisé sa famille à la volonté faible comme une force d'invasion à domicile. Et elle avait volé mon CV pour s'assurer qu'elle connaissait mes faiblesses. Le mobile, ai-je dit à voix haute. C'était la présentation. Elle voulait dégager le terrain pour Marc. Elle voulait que vous soyez déclaré instable, a confirmé l'enquêtrice. C'est une éviction d'entreprise classique. Et elle a utilisé votre petit ami comme déclencheur. La rage que j'ai ressentie était si pure, si froide. C'était presque serein. C'était la clarté du zéro absolu. Appendicaire, ai-je dit. L'enquêtrice m'a regardé. Pardon? Le manuel de l'employé de Heliocari, ai-je dit, en composant déjà le numéro de mon avocat sur le téléphone du bureau. Appendicaire. Poursuites immédiates si un manager incite, complote ou facilite une conduite frauduleuse hors site, quel que soit le consentement de l'employé. J'ai eu l'associé principal de Harbor Pike en ligne. J'ai une nouvelle cible, ai-je dit. Ruth Calder. J'ai un reçu de virement bancaire direct l'alliant à la création du document frauduleux qui a déclenché tout cela. J'invoque l'appendicaire. Je veux qu'un ordre de conservation complète des données soit signifié à Heliocari Brands immédiatement. Les RH essaieront d'enterrer ça, a averti l'avocat. Ils voudront un règlement discret, un accord de non-divulgation. Ils protégeront le manager. Qu'ils essaient, ai-je dit. Le lendemain matin, je suis entré dans le département des ressources humaines de Heliocari Brands. J'avais demandé une réunion avec le chef des RH, un homme nommé Donovan. Zoé, a-t-il dit, offrant un faible sourire de politicien. Je suis si content que vous alliez mieux. Ruth m'a dit que vous traversiez un terrible épisode personnel. Mon épisode personnel est maintenant une affaire criminelle, Donovan, ai-je dit.
Je me suis assise, j'ai posé mon téléphone sur le bureau entre nous et j'ai glissé une seule feuille de papier. C'était le reçu du virement bancaire. Il l'a lu. La couleur a quitté son visage. C'est une allégation très grave, Zoé. Clairement, il y a un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, ai-je dit. Ruth Calder, une manager senior, a payé un parajuriste pour rédiger un document frauduleux. Elle a ensuite comploté avec un autre employé, Mason Dallow, pour utiliser ce document afin de m'expulser illégalement, de voler mon identité et de compromettre ma position dans cette entreprise. C'est une violation directe et flagrante de l'appendice R de notre propre code de conduite d'entreprise. Donovan s'est adossé, son masque de préoccupation remplacé par un regard méfiant et calculateur. Zoé, que voulez-vous? C'est compliqué pour l'entreprise, pour vous. Une enquête interne, des avocats. C'est moche. Sûrement, nous pouvons trouver une voie plus harmonieuse. Une façon pour vous de vous sentir entière sans faire exploser le département. Une voie harmonieuse, ai-je répété. Vous voulez dire un règlement? Vous voulez dire que vous voulez que je signe un accord de non-divulgation et que je prenne de l'argent sale pour me taire? Je veux dire, a-t-il dit en choisissant ces mots, que l'entreprise vous apprécie, vous et Ruth. Nous sommes prêts à faire un geste de bonne volonté significatif pour vous dédommager de votre détresse. Une promotion, peut-être, un nouveau titre, un transfert au bureau de la côte ouest avec une augmentation significative. Vous pourriez mettre tout ça derrière vous. Il essayait de m'acheter pour enterrer le crime. Non, ai-je dit. Zoé, soyez raisonnable. Je suis raisonnable, ai-je dit. J'invoque l'appendice R. J'attends une enquête complète et transparente et j'attends que Ruth Calder soit suspendue en attendant cette enquête. Si je n'ai pas de confirmation de cette suspension d'ici la fin de la journée, Arbor Pike est autorisé à déposer une plainte civile nommant Ruth et Elio Carey Brance comme co-conspirateurs dans une fraude criminelle. Je me suis levé. Le temps des voies harmonieuses est révolu, Donovan. Faites votre travail. J'ai quitté son bureau. Moins d'une heure plus tard, un email a été envoyé à tous. Ruth Calder prendra un congé personnel inattendu, avec effet immédiat. Simultanément, les avocats de Arbor Pike ont signifié l'ordre de conservation des données. Elio Carey était maintenant légalement obligé de geler toutes les communications de Ruth, son email, ses messages Slack, son disque dur. Le piège était tendu. Je savais qu'elle paniquerait. Je savais qu'elle ne ferait pas confiance au RH pour régler le problème. Elle m'a appelé à 16 heures, d'un numéro privé. Espèce de, a-t-elle sifflé. Sa voix n'était plus douce. Elle était rauque de fureur. Espèce de petite idiote. Que as-tu fait? J'étais dans la suite de l'hôtel. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de l'interface audio de mon ordinateur portable. L'État de New Aldé était commodément un État à consentement unilatéral pour les enregistrements. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire, Ruth. Ne joue pas à l'idiote. Tu es allé au RH. Tu essaies de me ruiner. Vous avez payé Jax Morel $500 pour rédiger un bail frauduleux, Ruth, ai-je dit calmement. Vous l'avez donné à Mason. Vous avez déclenché tout ça parce que vous vouliez que je sois hors course pour la présentation de North Aldé. Je n'ai fait qu'exposer la vérité. Il y a eu un long silence, puis un changement. La panique a été remplacée par l'ancienne condescendance familière. Zoé, écoute-moi. Tu es intelligente. Je l'ai toujours dit. Tu es intelligente, mais tu n'es pas une tueuse. Tu ne sais pas comment on joue à ce jeu. Tu as marqué ton point. Tu es de retour dans l'équipe de présentation. Très bien. Elle a pris une inspiration. C'était ça. Le pot de vin. Tu m'aides à régler ça. Tu dis au RH que c'était un malentendu, que Mason nous a manipulés toutes les deux. Je te nommerai directrice. Pas analyste. Directrice des risques. Une augmentation de 50%. Tu pourras écrire ton propre billet. Nous pouvons écraser la présentation de North Aldé ensemble. Tout ça. Ça disparaît, tout simplement. C'est juste des affaires. Une augmentation de 50%, ai-je répété. Et un nouveau titre en échange d'un parjure et de la dissimulation de votre crime. Je t'offre une carrière, Zoé, a-t-elle crié. Ne sois pas idiote.
Merci d'avoir clarifié votre position, Ruth, ai-je dit. J'ai tout ce dont j'ai besoin maintenant. J'ai appuyé sur stop sur l'enregistrement. J'ai raccroché. Pendant que tout cela se passait, l'enquêtrice de l'expertise finalisait son rapport. L'avis de conservation sur les appareils de Mason avait fourni la dernière pièce manquante. Elle m'a appelé. Nous avons la trace écrite de Jacques Morel, a-t-elle dit. Nous l'avons déjà, ai-je dit. Ça a mené à Ruth. Oui, mais ça a d'abord mené à Mason. Jacques n'a pas seulement reçu un virement bancaire. Il a reçu une enveloppe d'argent liquide. Nous avons récupéré les images de sécurité du parking où il rencontre ses clients. 2 jours avant l'expulsion, il y a Mason sur la caméra en train de remettre à Jacques Morel une épaisse enveloppe. Le virement de Ruth n'était que l'acompte. Mason lui a payé le solde en espèces dans un parking public. Mason n'était pas seulement un pion. Il était le passeur. Au moment où j'ai raccroché, mon téléphone, que j'avais débloqué à cette fin, a sonné. C'était Mason. Il appelait clairement du bureau de son avocat. Je pouvais entendre la voix étouffée d'un avocat en arrière-plan. Il n'appelait pas pour me manipuler. Il était brisé. Zoé, s'il te plaît. Il pleurait. Pas les larmes de crocodile de son appel précédent, mais la terreur brute et abjecte d'un homme qui avait été complètement et totalement acculé. Ils viennent d'envoyer les images. Le garage avec Jacques. Je ne savais pas Ruth. Elle m'a dit que c'était juste un contrat de location standard, qu'elle aidait. Je ne savais pas qui il était. Oh, Dieu. Zoé, c'est une accusation criminelle. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste une dispute. Je vais aller en prison. Il paniquait. Le jugement stipulé qu'il avait signé ne couvrait que la fraude civile. Cette nouvelle preuve, la remise d'argent, le complot avec Jacques, était purement criminel. Il risquait des poursuites. S'il te plaît, Zoé, a-t-il supplié. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Ne les laisse pas poursuivre. Je témoignerai contre Ruth. Je te donnerai tout. S'il te plaît, ne m'envoie pas en prison. Je l'ai écouté supplier. J'ai laissé le silence s'étirer. Elias m'avait demandé ce que je voulais. Je voulais une victoire nette. Je voulais une reconnaissance publique. Tu as déjà signé le jugement, Mason, ai-je dit. Je sais. Je sais. Mais ça, c'est nouveau. S'il te plaît. Quoi que tu veuilles. Je signerai tout ce que tu veux. J'ai regardé le bloc-notes devant moi. J'avais déjà écrit les mots. Nous ajouterons un avenant au jugement stipulé, ai-je dit, ma voix comme de l'acier. Tu ne seras pas poursuivi pour le complot criminel. En échange, tu feras une chose de plus. N'importe quoi, a-t-il sangloté. Mon immeuble organise sa réunion trimestrielle de l'association des locataires. C'est la semaine prochaine. C'est obligatoire pour tous les résidents de l'immeuble. Toi et moi, ai-je dit, allons y assister et tu te lèveras devant tous mes voisins et tu liras une déclaration. Des excuses publiques, formelles et filmées. Tu admettras devant la caméra tout ce que tu as fait. Il était silencieux. En arrière-plan, j'ai entendu son avocat crier, absolument pas. C'est l'accord, Mason, ai-je dit. Des aveux publics ou des poursuites pénales. Tu as 10 minutes pour décider. J'ai raccroché. Elias est entré dans la pièce, tenant 2 tasses de thé. Il n'avait pas été au bureau, mais il avait clairement été informé. Il se déplaçait dans le monde comme un fantôme, connecté à tout. Il m'a regardé, a regardé le téléphone, le fichier audio des aveux de Ruth qui s'enregistrait sur mon ordinateur portable. Il n'était pas apparu une seule fois chez Elio Carey. Pour eux, il n'était qu'un nom sur le conseil consultatif de North Aldey Trust, un consultant discret pour le fonds. Il n'était pas intervenu. Il avait seulement observé. La présentation est demain, a-t-il dit en posant le thé devant moi. Je suis prête, ai-je dit. Mon téléphone a sonné. Un email de l'avocat de Mason. Nous acceptons les termes de l'avenant. La réunion de l'association des locataires s'est tenue dans la salle communautaire stérile de l'immeuble, au rez-de-chaussée. C'était un endroit qui sentait le nettoyant pour moquette industrielle et le café instantané. 50 ou 60 résidents étaient entassés sur des chaises pliantes,
écoutant le gérant de l'immeuble, un homme à l'air fatigué nommé Dave, parler d'une voix monocorde des protocoles de recyclage. J'étais assise au premier rang. Mon avocat de Harbor Pike était assis à 2 sièges de moi, sa mallette sur ses genoux, observant. Mason était assis sur une seule chaise isolée, à l'avant de la pièce, face au public. Il portait un costume froissé, son visage d'un gris pâle et maladif. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Et enfin, a dit Dave en consultant son ordre du jour, sa voix trahissant sa confusion, nous avons une clarification communautaire selon les termes d'un accord juridique. Monsieur Mason Dallow a une déclaration à lire. Ceci est enregistré pour les archives juridiques de l'immeuble. Dave a pointé une petite caméra vidéo posée sur un trépied vers Mason. Une lumière rouge s'est allumée. Les mains de Mason tremblaient si fort qu'il pouvait à peine déplier la seule feuille de papier qu'il tenait. C'était l'avenant, la déclaration que son avocat et le mien avaient finalisée. Il a commencé à lire, sa voix un croassement sec. Je m'appelle Mason Dallow, a-t-il récité, les yeux fixés sur le papier. Au cours du mois dernier, je me suis livré à une campagne de fraude et de tromperie contre une résidente de cet immeuble, Zoé Foster. Un murmure a parcouru la foule. Mes voisins, des gens que je saluais dans l'ascenseur, se sont tournés pour me regarder. J'ai gardé une expression neutre. J'ai comploté pour faire expulser illégalement Madame Foster de son propre appartement, a-t-il lu, sa voix se brisant. J'ai utilisé un document de location frauduleux pour le faire. J'ai changé les serrures et j'ai emménagé ma famille, mes parents et ma cousine, Kira, dans sa maison sans sa connaissance ni son consentement. Il s'étouffait avec les mots. Son avocat, au fond, le surveillait comme un faucon. J'ai aussi. Il a fait une pause, fermant les yeux. J'ai installé une caméra cachée dans son salon pour l'enregistrer en violation de sa vie privée. J'ai volé sa signature numérique pour autoriser le bail frauduleux. Moi et ma famille sommes entièrement responsables de tous les dommages, pénalités et frais de justice. Ce n'était pas un malentendu. C'était un acte délibéré et malveillant, a-t-il terminé. Le silence dans la pièce était absolu, épais et horrifié. Je m'excuse, a-t-il chuchoté, auprès de Madame Foster et des résidents de cet immeuble pour cela. C'est fait. Il a plié le papier, et dans ce silence terrible et stupéfait, une voix a crié du fond de la pièce. Il ment. C'est elle qui le force à dire ça. Kira. Elle a fait irruption par la porte, le visage marbré et furieux. Elle avait l'air encore pire qu'au café. C'est un monstre. C'est ma sœur. Ma cousine, et c'est elle qui fait ça. Elle nous détruit. Elle l'a forcé à signer ça. Elle est diabolique. Elle faisait appel à la foule, jouant sa dernière carte, celle du membre de la famille hystérique et lésé. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai simplement parlé au gérant de l'immeuble. Dave, ai-je dit, ma voix calme. Pourriez-vous demander à Madame si elle a déjà trouvé un emploi? Kira s'est arrêtée, stupéfaite. Quoi? Je me suis retourné très lentement sur ma chaise et je l'ai regardée. Kira, vous avez, à ce matin, 12 factures frauduleuses impayées à votre nom, dont vous êtes maintenant seul responsable. Vous avez aussi le plan de travail partagé que j'ai créé pour vous. Je vous suggère d'arrêter cette performance et de commencer à passer des appels. L'entreprise de traiteurs recrute pour le week-end. Vous êtes en retard sur votre premier paiement. Elle m'a regardé, la bouche ouverte et se fermant. Les mots, facture, plan de travail partagé, paiement, étaient un langage qu'elle ne pouvait pas contester. Ils étaient froids, durs et publics. Son récit de victime s'est évaporé. Sortez, ai-je dit, pas méchamment. Vous êtes en violation de propriété. Kira a regardé les visages de mes voisins, tous la fixant, non pas avec pitié, mais avec un nouveau dégoût naissant. Elle s'est retournée et a fui. Mon avocat s'est levé. Il a placé un nouveau document et un stylo sur la table devant Mason. M. Dallow, l'attestation finale, reconnaissant que votre déclaration a été faite librement et acceptant le calendrier complet des coûts, y compris les dommages à la réputation. Mason a signé le papier, sa main traînant sur la page. Le lendemain matin,
la vidéo de ses aveux a été publiée sur le portail en ligne privé de l'immeuble par la direction sous le titre « Résolution de la violation de sécurité dans l'unité 1214 ». Mon appartement avait été nettoyé par des professionnels. Mes serrures avaient été changées. Mon avocat avait les nouvelles clés. Mais je n'y retournais pas. Pas encore. La bataille pour ma maison était terminée. La guerre pour ma carrière était maintenant pleinement engagée. L'email des RH confirmant la suspension de Ruth avait été une petite victoire, mais je savais que ce n'était pas la fin. Ruth était une manager. L'entreprise, par défaut, essaierait de se protéger de la responsabilité qu'elle avait créée. Et puis c'est arrivé. Un email anonyme envoyé depuis un compte ProtonMail a atterri dans les boîtes de réception de tout le conseil d'administration de Heliocari, y compris le PDG. Il était court et c'était du poison. Objet, avantage déloyal, présentation de North Trust. Il est porté à notre attention que Zoé Foster, une analyste junior, bénéficie d'un traitement de faveur dans la présentation de North. Sa récente promotion dans l'équipe de présentation et le retrait de sa manager, Ruth Calder, n'étaient pas basés sur le mérite. Le grand-père de Madame Foster est Elias Rothwell, le président du conseil d'administration de Rothwell Holdings, qui contrôle North Trust. Elle utilise ses relations familiales pour influencer injustement la présentation, évincer ses supérieurs et obtenir le contrat. C'est un cas flagrant de népotisme et de corruption d'entreprise. L'email m'a été transféré par une collègue. Son seul commentaire, Zoé, choquée. Il l'avait trouvé. Ruth ou ses alliés avaient creusé assez profondément pour trouver le lien. Ils avaient trouvé ma seule vulnérabilité. Ils changeaient le récit. Je n'étais pas une victime d'un complot d'entreprise. J'en étais l'auteur. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était un coup que je n'avais pas anticipé. C'était brillant. C'était fatal. J'ai appelé Elias. Je lui ai lu l'email. Il est resté silencieux un long moment. Où es-tu, a-t-il demandé. Dans la suite de l'hôtel. Retrouve-moi, a-t-il dit. Au dîner de Riverforge. Dans 1 heure. J'ai conduit. J'ai pris la même route que j'avais prise moins de 2 semaines auparavant. La route qui avait été mon évasion. Cette fois, je conduisais au cœur du problème. Le dîner était calme. C'était en milieu d'après-midi. Noah, le serveur, essuyait le comptoir. Il m'a vu et ses yeux se sont agrandis, se souvenant clairement de la femme qui avait fui dans la neige. Elias était dans la même banquette que moi, celle où j'avais annoté mon CV. Il avait une tasse de café devant lui. Je me suis glissé en face de lui. Il vous a reconnu, ai-je dit en faisant un signe de tête à Noah. J'ai payé ses frais de scolarité pour le semestre, a dit Elias, balayant le commentaire d'un revers de main. C'est un bon garçon. Il a gardé le CV. J'ai regardé l'homme qui avait bravé un blizzard pour me trouver. L'homme qui m'avait donné les clés d'un arsenal juridique et financier que je n'aurais pas pu imaginer. Ils savent, ai-je chuchoté. Elias, ils savent pour vous. Ils disent au conseil que je vous utilise, que Ruth a été piégée, que je suis juste un produit du népotisme. J'ai perdu. La présentation est compromise. Crois-tu cela, a-t-il demandé. Il n'était pas en colère. Il était curieux. Bien sûr que non. La présentation du projet périmètre est solide. Les données sont. Elles sont irréfutables. Alors la présentation est ta réponse, a-t-il dit. Ça, il a tapoté la table, c'est ce à quoi ils s'attendent. Des chuchotements, des canaux officieux. Un mot discret du président. Ils pensent que tu es de la vieille fortune. Ils pensent que tu es faible. Ils projettent leurs propres désirs sur toi. Ils croient que s'ils avaient tes relations, ils les utiliseraient. Alors ils supposent que tu le fais. Il s'est penché en avant, sa voix basse et intense. S'ils pensent que tu as un grand-père qui tire les ficelles, laisse-les. Ça les rend négligents. Ça les fait se concentrer sur la mauvaise chose. Ils seront occupés à essayer de trouver des preuves de mon influence, de mes appels, de mon ingérence. Ils n'en trouveront aucune, car il n'y en a aucune. Il a pointé un doigt vers moi. Tu laisseras les résultats, pas la relation, être la réponse. Tu soumettras cette présentation. Tu n'ajouteras pas mon nom. Tu n'ajouteras pas de référence.
Tu la soumettras en tant que Zoé Foster, analyste. Tu laisseras le travail parler de lui-même, à la lumière froide et claire du jour. Laisse-les chercher des fantômes. Tu leur montreras les chiffres. J'ai pris une profonde inspiration. La panique se retirait. Il avait raison. Il ne me donnait pas un poisson. Il m'apprenait à vider l'océan. La présentation, ai-je dit. La version finale est due aujourd'hui. Alors tu ferais mieux de t'y mettre, a-t-il dit en prenant une gorgée de son café. Je suis retourné au bureau de Harbor Pike. J'ai ouvert le fichier final. Projet périmètre, Z Foster. Je l'ai joint à un nouvel email. Les destinataires étaient la boîte de réception anonyme officielle du comité de sélection de North Aldey Trust. J'ai appuyé sur envoyer. Pas d'introduction, pas de bloc de signature. Juste le fichier. Les 2 jours suivants ont été un vide. J'ai travaillé depuis l'hôtel, finalisant le nettoyage de mon ancien appartement. L'équipe juridique a signifié les derniers avis de suppression de données des appareils Amazon et Kira. Ils étaient effectivement effacés de ma vie. Puis l'email est arrivé. C'était du comité de North Aldey Trust. Chers candidats, nous vous remercions pour vos soumissions. Nous avons réduit le champ à 3 finalistes. Les équipes suivantes sont invitées à se présenter au conseil. Mon nom était sur la liste. J'étais finaliste. Mais je n'étais pas la seule. Il y avait 2 autres agences, toutes 2 de grandes entreprises établies. Mon téléphone s'est allumé. C'était ma collègue de Heliocari. Zoé, a-t-elle chuchoté, tu es dedans. Tu es vraiment dedans. Mais c'est le désordre ici. Le conseil est complètement divisé. L'email anonyme. Ça a marché. La moitié d'entre eux pensent que tu es une taupe. L'autre moitié pense que les données sont trop bonnes pour être ignorées. Et Ruth ? Ai-je demandé. C'est la partie folle, a dit ma collègue. Une rumeur vient de fuiter. Elle prévoit de tenir une conférence de presse ou de publier une déclaration publique. Quelque chose sur pour le bien de l'entreprise et il avait son nom. J'ai ri. Un vrai rire. Une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, a demandé ma collègue. Elle va t'accuser publiquement de népotisme. Qu'elle le fasse, ai-je dit, un sourire se dessinant sur mon visage. J'ai pensé au fichier audio sur mon ordinateur portable, celui de Ruth, de sa propre voix paniquée, m'offrant une augmentation de 50% et un poste de directrice pour couvrir son crime. Qu'elle dise ce qu'elle veut, ai-je dit. Assure-toi juste que l'appendice est écoute. La nuit précédant la présentation de North Aldey Trust était un vide. Le chaos des 2 dernières semaines, l'expulsion, les dépôts légaux, l'espionnage d'entreprise, s'était transformé en un silence dense et pressurisé. J'étais dans la suite d'Elias, qui ressemblait maintenant plus à un centre de commandement qu'à une maison. Ma présentation, projet périmètre, était ouverte sur mon ordinateur portable. Elle était concise, précise et ne contenait absolument aucun adjectif qui pourrait être décrit comme chaleureux. Je parcourais les données de la diapositive 3, croisant mon modèle d'économie avec les dépassements historiques de marque, quand mon téléphone portable personnel, celui que je gardais actif uniquement comme un dispositif de collecte de données, s'est allumé. C'était Kira. J'avais bloqué son numéro, mais elle appelait d'un nouveau, un prépayé. J'ai laissé sonner, mais la persistance pure, la séquence rapide appel-raccrochage-appel, était un nouveau niveau de désespoir. Curieuse, j'ai répondu. J'ai mis le haut-parleur et j'ai appuyé sur enregistrer. Zoé. Oh mon Dieu. Zoé, s'il te plaît. Elle ne pleurait pas. Elle hyperventilait. C'était un son brut, laid, dépourvu de la performance qu'elle avait utilisée dans le café. C'était réel. Tu dois m'aider. T'aider avec quoi, Kira, ai-je demandé, ma voix plate. Il m'a mise dehors. Mon nouveau. Le type chez qui je logeais. Il a dit. Il a dit qu'il avait reçu un appel d'un avocat à propos de mes dettes, de la fraude. Il a dit. Il a dit qu'il ne voulait pas être impliqué. Et il a pris tout l'argent que j'avais. Il a dit que c'était pour le loyer et il m'a mise dehors. Elle était en pleine spirale. Les conséquences de ces actions créant une réaction en chaîne dont je n'étais pas responsable. Ça ressemble à un problème personnel, Kira. Mais je n'ai rien, a-t-elle crié.
Je suis à une gare routière. J'ai 22 $. Zoé, s'il te plaît. Je suis ta famille. C'est toi qui as fait ça. Tu as tout mis sur moi. Les factures. Je ne peux pas. Je ne peux pas, elle s'est dissoute en un gémissement. Envoie-moi juste 500 $. Juste 500 pour que je puisse prendre une chambre, s'il te plaît. L'ancienne moi, la fille qui avait toujours été la sauveuse, celle qui payait les manuels de Kira, ses réparations de voiture, ses mauvaises décisions. C'était un fantôme dans la pièce. Je pouvais la sentir vouloir arranger les choses. Je l'ai fait taire. Non, ai-je dit. Quoi? Non. Je ne t'enverrai pas d'argent. Je te suggère de consulter le plan de remboursement. L'entreprise de traiteur, si je me souviens bien, recrute. Toi. Elle balbutiait, les sanglots remplacés par une rage froide et reptilienne. Toi. J'espère que tu échoueras. J'espère que tu mourras seul dans ce riche. J'ai raccroché. J'ai ajouté le nouveau numéro à ma liste de blocage. Le téléphone a sonné à nouveau presque immédiatement. Un numéro inconnu différent. J'ai répondu, haut-parleur, enregistrement. Tu es une garce froide et dure, n'est-ce pas? La voix était rauque, épaisse de méchanceté. Cynthia Dallow. La mère de Mason. Je ne sais pas pour qui tu te prends, a-t-elle craché. T'en prendre à mon fils, ruiner sa vie. Nous. Elle a fait une pause et je pouvais l'entendre respirer. Nous savons où tu loges. Nous savons pour cet hôtel de luxe. Tu penses que tu es en sécurité là-haut? C'était une menace. Une menace maladroite, stupide et désespérée d'une femme qui avait perdu son appartement gratuit. Tu penses que tu peux juste te cacher, a-t-elle continué. Je n'ai pas dit un mot. J'ai pris le téléphone du bureau et j'ai composé le numéro de mon avocat à Arbor Pike. Je l'ai mis en haut-parleur, tenant mon téléphone portable à côté du récepteur. Et nous n'allons pas simplement te laisser. Cynthia fulminait. Excusez-moi. La voix de mon avocat a coupé, tranchante comme un rasoir. Qui est-ce? Cynthia s'est arrêtée. Le silence était total. Ici, a poursuivi mon avocat, sa voix dangereusement douce, le conseil de Zoé Foster. J'enregistre cet appel, que j'identifie maintenant comme une menace directe et passible de poursuite contre ma cliente. C'est une violation du jugement stipulé et de l'ordonnance restrictive. Merci, Madame Dallow. Nous déposerons des sanctions immédiates auprès du tribunal demain matin. Bonne nuit. Il a raccroché. La ligne de Cynthia était toujours ouverte. Je pouvais entendre sa respiration aiguë et paniquée. Puis un déclic. J'ai posé mon téléphone portable. La suite était de nouveau silencieuse. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable. Diapositive 4. Le cadre, pas de dérive du périmètre. Mon téléphone a vibré. Un SMS, cette fois de Mason. Son numéro n'était pas bloqué. Il était juste archivé. Un casier de preuves numériques. Zoé, ma mère est en plein désarroi. Tu détruis ma famille pourquoi? Un appartement. Sois juste une personne décente. Sois la personne que je connaissais. Annule tout ça. J'ai lu le SMS. La tentative de me peindre comme l'agresseur, lui comme la victime. La nostalgie de la femme que j'étais, la femme qu'il pouvait manipuler. Je n'ai pas répondu. 5 minutes ont passé. Mon téléphone a de nouveau vibré. Mason. Très bien. Va te faire foutre. Toi et ton vieil homme riche. Tu crois que tu as gagné? Tu n'es rien. Tu es une garce froide et vide. J'espère que tu perdras tout. J'ai pris une capture d'écran de la séquence de 2 messages. Sois une personne décente. Va te faire foutre. J'ai envoyé la capture d'écran à mon avocat avec pour objet, pour le dossier. Le lendemain matin, le jour de la présentation, j'étais habillé et prêt à 7 heures. J'attendais une voiture dans le hall quand le chef de la sécurité de l'hôtel, un homme qui me saluait maintenant avec une déférence respectueuse, s'est approché. Madame Foster, a-t-il dit doucement.
Il y a une perturbation à votre bureau chez Helio Brands. Notre agent de liaison de sécurité là-bas vient d'appeler. C'est à propos de vous. Une perturbation? Une jeune femme, qui raille. Elle est dans le hall principal en train de crier. Elle exige de vous voir, disant que vous avez ruiné sa vie et volé son argent. Eh bien, elle fait toute une scène. J'ai imaginé la scène. Le hall en verre, l'art d'entreprise, et Kira au centre de tout, implosant enfin complètement. Elle essayait de saboter ma présentation, de me faire traverser mon propre immeuble de bureau au milieu de mon propre drame personnel. L'ancienne moi se serait précipitée pour la calmer, pour l'apaiser, pour gérer l'image. L'équipe de sécurité de Helio qui s'en occupe, ai-je demandé. Oui, madame. Ils essaient de l'expulser. Elle ne coopère pas, merci pour la mise à jour, ai-je dit. Ma voiture est là. Je me dirige vers l'immeuble de North Aldey Trust. Vous n'y allez pas? Vous n'allez pas à votre bureau, a-t-il demandé, surpris. Non, ai-je dit. Ce n'est pas mon problème. C'est une non-employée qui s'introduit sur une propriété privée. La sécurité peut s'en occuper. Je suis sorti par la porte tournante. Pour la première fois de ma vie, je laissais la vie de quelqu'un d'autre, les choix de quelqu'un d'autre, suivre leur propre inertie désastreuse. Je n'étais pas la sauveuse. Je n'étais pas l'équipe de nettoyage. Je n'étais pas responsable de l'incendie que je n'avais pas allumé. Alors que la voiture s'engageait dans la circulation, mon téléphone a sonné. Un numéro privé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale, mais ils ont rappelé immédiatement. J'ai répondu. Zoé. C'était Ruth. Sa voix était méconnaissable. Le ton poli, aigu, managérial avait disparu. C'était un chuchotement sec et terrifié. Zoé, s'il te plaît, tu dois m'écouter. J'écoute, Ruth, ai-je dit. C'était un coup monté, a-t-elle dit, les mots se bousculant. Mason, il est venu me voir. Il m'a dit que tu étais instable, que tu étais au bord de la dépression. Il m'a piégé. Le bail, le parajuriste. C'était son idée. Il a dit que c'était pour t'aider, pour te forcer à prendre une pause. J'essayais juste de protéger le compte. Le mensonge était si désespéré, si fragile. C'était presque pathétique. Elle essayait de rejeter son propre complot, le complot que je l'avais fait avouer sur bande, sur Mason. Il m'a piégé, a-t-elle plaidé. Ruth, ai-je interrompu, ma voix calme, mesurée. Je ne ressentais aucune colère. Je ne ressentais rien du tout. Personne ne piège une personne honnête. J'ai raccroché. Je l'ai éteint. Le reste du trajet s'est déroulé en silence. Je n'ai pas regardé la ville. J'ai regardé mes notes. Cette nuit-là, j'avais répété la présentation une dernière fois, non pas devant un miroir, mais face à la vitre sombre et vide de la fenêtre. Elle durait 10 minutes. J'avais supprimé chaque superlatif, chaque morceau de baratin marketing. Il n'y avait pas de synergie, d'activation ou d'analyse approfondie. Il n'y avait que des données. Il n'y avait que le cadre. La bonne volonté est un passif, ai-je dit à mon reflet. La fidélité à la marque ne se construit pas sur l'accommodation. Elle se construit sur l'exécution prévisible, fiable et rentable des limites. Notre cadre de projet périmètre n'est pas une stratégie marketing. C'est un modèle d'atténuation des risques qui redéfinit l'intégrité de la marque. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Ce modèle, basé sur une réduction de 18% de la dérive du périmètre vérifié, entraînera. J'ai terminé. 10 minutes pile. Mon téléphone, celui qu'Elias m'avait donné, a vibré sur la table de chevet. Un seul message texte de sa part. Sois à l'heure. Ne t'excuse pas pour ton talent. J'ai regardé par la fenêtre. La neige, qui tombait en une légère rafale agitée toute la soirée, avait enfin cessé. La ville était silencieuse, couverte d'un manteau blanc, propre et intact. La tempête était terminée. La salle de réunion de North Aldey Trust se trouvait au 42e étage, un espace conçu pour intimider. C'était une longue pièce sombre dominée par une seule dalle monolithique de granit poli qui servait de table.
Des baies vitrées du sol au plafond donnaient sur le port de Boston, mais la lumière était absorbée par les murs en acajou foncé. Assis à la table se trouvaient les 12 membres du comité de sélection. Ils étaient impassibles, sévères et avaient l'air incroyablement vieux. J'étais la dernière à présenter. La première équipe, d'une grande agence établie de Boston, était un cortège de 5 personnes. Ils étaient habiles. Ils avaient du multimédia, des documents de présentation brillants et une présentation pleine de mots chaleureux et vagues comme synergie, héritage et partenariat. Ils étaient, en substance, une version plus chère de la présentation sur la stabilité de marque. La deuxième équipe, d'une entreprise agile axée sur le numérique, n'était que données, mais sans âme. Ils ont parlé d'entonnoir de conversion et d'optimisation des indicateurs de performance clés, mais n'avaient pas de thèse centrale. Puis ils ont appelé mon nom. Elio Carrie Brands, Madame Zoé Foster. Je me suis dirigé vers l'avant de la pièce, seul. Je n'avais pas de cortège. Je n'avais pas de classeur brillant. J'avais mon ordinateur portable, que j'ai branché sur le système, et un seul fichier. Les chuchotements étaient audibles. Ils s'attendaient à une équipe. Ils ont vu une seule analyste de 31 ans. Ils ont vu le nom de l'email anonyme. Je pouvais sentir leur scepticisme, leur suspicion m'envahir. Je me suis tenu au pupitre. Je les ai regardés un par un. Je n'ai pas souri. J'ai cliqué sur ma première diapositive. C'était juste du texte blanc sur fond noir. Bonjour. Les entreprises n'échouent pas par manque d'opportunités. Elles échouent en disant oui trop souvent, trop tôt. J'ai laissé la phrase flotter dans l'air. Je m'appelle Zoé Foster et ma thèse est que North Trust est en danger. Pas à cause du marché, mais à cause de sa propre ambiguïté. Votre marque, vos investissements et vos partenariats souffrent d'un manque de limites clairement définies et rigoureusement appliquées. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Je ne suis pas ici pour vous vendre une campagne de marketing. Je suis ici pour vous présenter un nouveau modèle opérationnel. Je l'appelle le manuel du périmètre. Pendant les 8 minutes suivantes, je leur ai expliqué les 5 principes fondamentaux. Je n'ai pas utilisé ma vie personnelle comme exemple. Je n'en avais pas besoin. Les données étaient l'histoire. Je leur ai montré les chiffres des propres dossiers de Helioki, les dossiers de marque. Les 18% de dépassement, de dépenses de prestige et de dérive du périmètre qui provenaient d'une relation stable, construite sur l'accommodation. Le manuel du périmètre, ai-je conclu, ne consiste pas à construire des murs. Il consiste à construire des portes. Il garantit que chaque partenaire, chaque fournisseur et chaque nouvelle initiative a un objectif clair, contractuel et fini. Il élimine l'ambiguïté. Il élimine la dérive du périmètre. Il rend votre will précieux car il est protégé par 1000 noms structurels. J'ai terminé. La pièce était silencieuse. Un homme au fond de la table, qui n'avait pas levé les yeux de ses papiers de toute la présentation, a finalement parlé. Sa voix était comme du papier sec. Madame Foster. Une thèse convaincante. Cependant, le comité a été informé de certaines rumeurs. Voilà. Des rumeurs, a-t-il poursuivi, selon lesquelles ces documents, cette présentation même, ont été compromis, divulgués. Je crois. Comment pouvez-vous parler de limites et d'intégrité alors que vos propres données ne sont pas sécurisées? Il me testait. Il vérifiait si j'étais une victime. J'ai soutenu son regard. Merci pour cette question. Elle touche au cœur même du cadre. Vous avez raison. Une première version simplifiée de cette proposition a en effet été cooptée. Un murmure a parcouru la pièce. Cependant, ai-je poursuivi, ma voix le traversant, le cadre du périmètre n'est pas seulement une théorie. Nous le mettons en pratique. Ce fichier initial était filigrané numériquement. Nous avons suivi son exfiltration, sa destination et sa réception en temps réel. Il a identifié une faille de sécurité qui a depuis été entièrement contenue et résolue légalement. Je me suis légèrement penché en avant. Mais plus important encore, un deuxième fichier compromis différent a été intentionnellement appâté et placé sur un serveur secondaire non sécurisé. Lui aussi a été suivi, téléchargé et enregistré. Nous n'avons pas seulement subi une faille. Nous avons mené un test de pénétration réussi de notre propre sécurité interne. Nous avons les journaux. Nous avons les données. L'intégrité de mes données est la seule raison pour laquelle nous sommes conscients du problème.
Je n'avais pas haussé la voix. Je n'avais pas nommé Mason. Je n'avais pas nommé Ruth. J'avais simplement montré que je n'étais pas celle qui avait été piégée. J'étais celle qui tendait les pièges. L'homme m'a regardé. Il n'a pas répondu. Une femme différente, vive et pragmatique, a pris la parole. C'est très abstrait, Madame Foster. Essayons un test pratique. Elle a regardé ses notes. Vous êtes tous finalistes. Nous sommes maintenant dans une situation d'urgence. Disons que notre conseil vient d'imposer une réduction budgétaire de 20% avec effet immédiat, mais nous devons maintenir toute la croissance prévue. Vos prédécesseurs, elle a fait un signe de tête vers les chaises vides des autres équipes, ont demandé une semaine pour modéliser cela. Vous avez 90 secondes. Que coupez-vous? C'était l'examen final. J'ai pris une inspiration. Je ne couperai pas dans le cœur. Le problème n'est pas le budget. C'est l'allocation. Premièrement, ai-je dit, vous gelez immédiatement toutes les dépenses de prestige. C'est-à-dire tous les parrainages à coût élevé et à faible conversion, toutes les conférences de marque de niveau exécutif et tous les achats de médias tiers qui ne peuvent pas démontrer une mesure de conversion directe. Cela représente environ 12% de la perte actuelle. Deuxièmement, ai-je poursuivi, ma cadence s'accélérant, vous réaffectez les 8% restants des médias payants aux médias propriétaires. Vous arrêtez de payer pour louer un public et vous investissez dans votre propre plateforme, vos revues, vos rapports, vos données. Vous devenez la source, pas l'annonceur. Troisièmement, vous restructurez tous les indicateurs de performance clés internes. Vous arrêtez de mesurer la notoriété et l'engagement. Ce sont des mesures d'ambiguïté. Vous mesurez une seule chose, la conversion qualifiée. Si un partenaire ne peut pas livrer, son contrat est examiné selon les nouvelles directives du périmètre. J'ai terminé. C'est ainsi que vous coupez 20% sans perdre de croissance. Vous transformez votre marque d'un dépensier en un actif. Je l'avais fait en 60 secondes. La pièce était absolument, profondément silencieuse. La femme qui avait posé la question m'a regardé. Son visage était vide. Et puis un petit sourire presque imperceptible a touché le coin de sa bouche. Elle a hoché la tête une fois pour elle-même. Merci, Madame Foster, a dit le président. Nous avons votre présentation. Nous vous contacterons. J'ai rangé mon ordinateur portable. Je ne les ai pas regardés. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle de réunion, mes talons claquant sur le sol en granit. L'adrénaline était si forte que je me sentais légère. Je l'avais fait. J'avais présenté les données. J'avais répondu au test. J'avais fait face à l'accusation. Je suis entré dans le hall des ascenseurs et mon estomac s'est noué. Ruth Calder était là. Elle n'était pas en congé personnel. Elle était là, dans un tailleur pantalon, son visage un masque de rage furieuse et blafarde. Elle avait dû utiliser ses anciennes accréditations pour entrer dans le bâtiment, pour m'attendre. Espèce de, a-t-elle sifflé, sa voix une basse vibration. Tu penses vraiment? Tu penses vraiment que tu peux gagner ça? Tu penses que tu peux entrer là, une petite analyste, et me prendre ça? Ah Marc? Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, a-t-elle craché en faisant un pas vers moi, avec ton grand-père anonyme, mais c'est fini. Je dépose une plainte auprès des RH. Je te poursuis pour diffamation. Je vais. Le digne de l'ascenseur qui arrivait l'a interrompu. Les portes se sont ouvertes. Elias Rothwell se tenait à l'intérieur. Il n'était pas dans le costume que je reconnaissais. Il portait un costume à rayures bleues foncé parfaitement coupé, tenant une fine mallette en cuir. Il avait tout l'air d'un président. Il a regardé Ruth, son visage vide. Il m'a regardé et il a regardé à travers moi. Il n'y a eu aucune lueur de reconnaissance, aucun signe de tête, aucune trace de sourire. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère, une employée subalterne qu'il n'avait jamais vue. Il a tendu la main pour tenir la porte de l'ascenseur, un geste impersonnel et poli vers l'espace vide devant lui. Ruth, stupéfaite par sa présence, n'a pas bougé. Je suis entré dans l'ascenseur, en faisant attention de ne pas le frôler. Je me suis tenu de l'autre côté. Premier étage, ai-je dit, ma voix claire et froide, à l'homme que je savais être mon grand-père. Il n'a pas répondu. Il a appuyé sur le bouton du hall. Les portes se sont refermées,
nous scellant tous les trois dans une boîte d'acier miroir et de silence insupportable. Ruth, laissée derrière dans le hall, n'était qu'un flot de rage confuse alors que les portes se fermaient. La descente a duré 45 secondes. Il n'a pas parlé. Il ne m'a pas regardé. Il a simplement fixé les chiffres qui défilaient. Les portes se sont ouvertes. Il est sorti le premier. Il a tourné à droite. J'ai tourné à gauche. Il n'a pas regardé en arrière. Il avait maintenu son rôle. Il était un étranger. Il n'était pas intervenu. J'étais seul. J'étais à mi-chemin de l'hôtel, mon esprit rejouant chaque seconde de la présentation, de la confrontation avec Ruth, du non-reconnaissance froid d'Elias, quand mon téléphone a sonné. Un email du secrétaire du conseil d'administration de North Aldey Trust. Objet, décision finale de North Aldey Trust. Mon cœur s'est arrêté. C'était ça. J'ai ouvert l'email. Chère Madame Foster et finaliste, nous vous remercions pour vos présentations convaincantes. Le comité a examiné les scores de la session d'aujourd'hui. Le score final a abouti à une égalité statistique entre les trois candidats. Une égalité. Une égalité. Après ça, une égalité. L'email de népotisme avait fonctionné. Il avait empoisonné le puits, créant une impasse. Les personnes qui voyaient les données, comme la femme qui avait souri, se battaient contre les personnes qui craignaient la politique. J'ai lu la ligne suivante. En raison de cette impasse, le Conseil a déterminé qu'une décision standard d'agence de référence est insuffisante. Le choix sera porté à un niveau supérieur. Une décision finale et contraignante sera prise lors d'une réunion d'urgence à huis clos du Conseil de famille de Rothwell Holdings. Cette réunion est réservée aux membres principaux de la famille et aux conseillers juridiques désignés uniquement. Mon sang s'est glacé. Un deuxième email est arrivé une minute plus tard. Ce n'était pas du Conseil. C'était une invitation de calendrier du bureau du président, Rothwell Holdings. Événement, Conseil de famille Rothwell. Session à huis clos. Participants, Zoé Foster, Elias Rothwell, Arbor Pike LLP. Je n'étais plus une analyste de Helio Carey. J'avais été convoqué. J'étais une participante. Une membre de la famille. La salle de réunion de Rothwell Holdings n'était pas un lieu d'affaires. C'était une salle de jugement. La pièce était ancienne, peut-être de 200 ans, lambrissée de chêne foncé, presque noir. L'air sentait le vieux cuir, la cire à parquet et le poids métallique pur de l'argent générationnel. Une seule table de 15 mètres dominait l'espace, et autour d'elle étaient assis les membres de la famille, une collection de tantes, d'oncles et de cousins que je n'avais jamais rencontrés. C'étaient des visages d'un portrait de l'âge d'or, tous des os saillants et des yeux sceptiques. Je me suis assise en bout de table, à gauche du fauteuil présidentiel. Elias était assis à droite. Mon avocat de Arbor Pike était assis derrière moi, et de l'autre côté de la table, l'air pâle et dangereusement défiant, se trouvait Ruth Calder. Elle avait été convoquée. À côté d'elle se trouvait le PDG de Helio Carey et Donovan, le chef des RH. Ils étaient là, ostensiblement pour défendre leur entreprise contre l'accusation d'abriter mon influence népotiste. Il y avait 3 épaisses enveloppes de couleur crème scellées à la cire sur la table. Une femme plus âgée avec les yeux gris d'Elias et une colonne vertébrale d'acier a ouvert la séance. Nous sommes réunis pour résoudre l'impasse concernant le contrat de North Aldey Trust, a-t-elle dit, sa voix comme du parchemin craquant. Cela a cessé d'être une simple sélection de fournisseurs. C'est devenu une question de valeur. Elle m'a regardé directement. L'accusation de népotisme a été portée. Simultanément, cette décision de contrat a été liée à la nouvelle initiative de mentorat de Rothwell. La famille ne choisit pas seulement une agence. Nous choisissons un héritier potentiel pour cette initiative, et ils doivent incarner les valeurs de cette famille. L'implication était claire. J'étais en procès. Elias s'est levé. La pièce, déjà silencieuse, est devenue étrangement immobile. Je vais aborder la rumeur de conflit d'intérêts, a-t-il dit, sa voix calme mais emplissant la pièce. Il a pris la première enveloppe. Ce n'est pas une rumeur. C'est un fait. Zoé Foster est ma petite fille. Une inspiration brusque de la délégation de Helio Carey. Mais pour comprendre la nature de ce conflit, a poursuivi Elias, vous devez comprendre son histoire. Il a rompu le sceau. Il n'a pas sorti un document commercial. Il a sorti un acte de naissance plastifié.
Zoé Allard Foster, a-t-il lu, née il y a 31 ans. Mère, Elena Rothwell, ma fille. Il a ensuite sorti un deuxième document plus ancien, une lettre, ses bords adoucis par le temps. Et ceci, a-t-il dit, sa voix se brisant une fraction de seconde, est une lettre de ma défunte épouse, la grand-mère de Zoé, écrite il y a 30 ans après que j'ai renié ma fille pour un mariage que je jugeais inapproprié. Il a lu un extrait de la lettre, Elias, ce silence est un cancer. Tu as eu tort de la chasser. Ta fierté ne vaut pas la vie de notre fille. Tu dois la trouver. Tu dois trouver notre petite fille. Il a cessé de lire. Il a posé la lettre sur la table. Je n'ai pas réussi à le faire avant qu'il ne soit trop tard. J'ai trouvé ma petite fille il y a 3 semaines dans un motel, dans un blizzard. C'est la nature de notre relation. Pas une de privilège, mais une d'un abandon de 30 ans. C'est le népotisme dont je suis coupable. La pièce digérait l'information. La famille m'a regardé, leur scepticisme remplacé par une nouvelle curiosité calculatrice. Cela, a dit Elias, établit son sang. Ceci, il a pris la deuxième enveloppe, établit son caractère. Ruth Calder s'est redressée sur sa chaise. Elias a rompu le deuxième seau. Il a étalé le contenu un par un. Ceci est un reçu de virement bancaire de $500. De Ruth Calder à un parajuriste freelance nommé Jacques Morel. Donovan et le PDG se sont tournés, horrifiés, pour regarder Ruth. Ceci, a poursuivi Elias, est une photographie de sécurité d'un parking montrant Mason Dallow livrant un solde en espèces au même parajuriste. Et ceci, il a posé un petit enregistreur audio numérique sur la table, est un enregistrement légalement obtenu de Madame Calder, de sa propre voix, offrant à Madame Foster une augmentation de 50% et un poste de directrice en échange d'un parjure et de la dissimulation de ses faits. Ce n'était pas du népotisme, a déclaré Elias, sa voix comme de la glace. C'était un complot criminel ciblé. Ruth a retrouvé sa voix. C'était un cri. C'est absurde. C'est un coup monté. Vous êtes son grand-père. Bien sûr que vous diriez ça. Vous êtes partial. C'est un conflit d'intérêts complet. Il me fait un procès d'intention. Avant qu'Elias ne puisse parler, l'avocat de Harbor Pike s'est levé. Monsieur Rothwell se récuse du vote final, a dit l'avocat. Le visage de Ruth a brillé d'une victoire momentanée. Cependant, a poursuivi l'avocat, les statuts de North Aldey Trust, que monsieur Rothwell n'a pas rédigés, sont parfaitement clairs. Il a rompu le 3e et dernier seau. Je lis, a annoncé l'avocat, la section 4, sous-section C, la clause d'intégrité. Si un candidat à un contrat est jugé être la cible d'un sabotage contraire à l'éthique, frauduleux ou malveillant de la part d'un concurrent, le comité est habilité à faire 2 choses. 1. Disqualifier de manière permanente la partie fautive et tous ses dirigeants de toute activité commerciale future. 2. Accorder un bonus d'intégrité non financier au score final de la victime. Il a regardé le conseil de famille stupéfait. Le sabotage est prouvé par une chaîne de preuves notariées, conformément au statut. Madame Ruth Calder et l'équipe B de Helio Carey dirigée par Mark sont définitivement disqualifiés. L'égalité statistique pour le contrat est donc rompue. Le bonus d'intégrité place la proposition de Madame Foster comme seule gagnante incontestée. Échec et Matt Donovan et le PDG étaient déjà debout, s'éloignant de Ruth comme si elle était radioactive. Elias m'a regardé, son visage n'était pas fier, juste stable. Nous ne pouvons pas choisir la famille qui est passée, a-t-il dit, sa voix faisant écho à la note qu'il avait écrite. Mais nous pouvons choisir les normes que nous fixons aujourd'hui. Le contrat est à toi, Zoé. L'accepteras-tu sous l'examen complet de ce conseil, et sans la protection du nom Rothwell? C'était le test final. Tous les yeux étaient sur moi. Ruth me regardait, son visage un masque de haine ruiné. J'ai croisé le regard d'Elias. Oui, ai-je dit. Ma voix était claire, et elle n'a pas tremblé. À 2 conditions. Le contrat est exécuté sous mon nom, Foster, et il est exécuté à la lettre selon le manuel du périmètre. La matriarche en bout de table a frappé sa main. Ainsi soit-il. Que le procès-verbal reflète que le contrat de North Aldey Trust est attribué à Helio Carey Brands, pour être dirigé exclusivement par l'équipe sous Madame Zoé Foster. De plus, conformément à l'invocation de l'appendice R, une recommandation formelle pour le licenciement immédiat de Ruth Calder pour faute grave doit être déposée. La séance est levée.
Juste au moment où le sténographe enregistrait les derniers mots, les lourdes portes en chêne se sont ouvertes en grand. C'étaient Mason et Kira. Ils avaient l'air frénétiques, débraillés et complètement déplacés. Ils avaient dû se frayer un chemin devant la sécurité, pensant que c'était une discussion familiale à laquelle ils pouvaient faire appel. « Nous devons parler », a crié Mason en pointant incroyablement Elias du doigt. « C'est une affaire de famille. Vous ne pouvez pas juste. Vous ne pouvez pas juste nous ruiner. » Kira m'a repéré. Son visage était un désordre de l'armée de fureur. « Zoé, dis-leur. Dis-leur d'arrêter. Tu as marqué ton point. Tu as gagné. S'il te plaît, juste. Juste arrête. » C'étaient des fantômes. C'était un écho pathétique et désespéré de la nuit où ils avaient envahi ma maison. Croyant toujours qu'ils pouvaient se sortir des conséquences par la parole. Croyant toujours qu'ils avaient droit à mon espace. Avant que moi ou Elias puissions même réagir, deux grands gardes de sécurité en costume noir les ont saisis par les bras. « C'est une réunion à huis clos, monsieur », a dit un garde en tirant Mason en arrière. « Non, Zoé. Nous sommes de la famille », a gémi Kira, ses talons traînant sur le tapis alors qu'elle était tirée, les lourdes portes se refermant, étouffant leurs cris. La pièce était de nouveau silencieuse. L'interruption avait duré moins de 10 secondes. Ce n'était rien. Je n'avais pas détourné les yeux de la table. Je n'avais pas tressailli. Mon avocat a glissé le contrat final et un stylo lourd devant moi. Je l'ai débouché. J'ai signé mon nom, Zoé Foster. Ma respiration était profonde et régulière. Le bourdonnement dans mes oreilles, le statique anxieux constant avec lequel j'avais vécu pendant des années, avait disparu. Le seul son était le grattement du stylo. J'ai levé les yeux. Elias me regardait, ses yeux gris clairs. Il a tendu la main sur la table et a posé la sienne, juste un instant, sur la mienne. Cette nuit-là, a-t-il dit, sa voix basse, rien que pour moi, j'ai traversé un blizzard pour te trouver. Aujourd'hui, c'est toi qui viens de guider toute cette famille hors du brouillard. Les mains du sténographe se sont arrêtées. Le dernier stylo a cliqué. L'écran devient noir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Faites-moi savoir d'où vous écoutez dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître votre opinion sur le parcours de Zoé. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, et si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, veuillez appuyer sur le bouton de notification pour l'aider à toucher plus de gens.